Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci à Nadia Ansaï pour l'organisation de cette rencontre au musée. Merci à François pour la Conga pour l'introduction. Merci à l'équipe technique, merci à tout le monde. Merci aussi à toutes les organisations, toutes les associations, tous les collectifs, tous les clubs d'étudiants qui depuis 2015, je dis bien depuis 2015, m'ont régulièrement invité en Belgique pour présenter mes travaux sur le panafricanisme, pour contribuer également au débat sur la question coloniale. Je pense que c'est le rôle des chercheurs, des intellectuels de contribuer justement au débat public et de diffuser leur savoir pour que d'autres ensuite l'utilisent dans leur propre combat. Et ce lieu est évidemment un lieu de combat. Voilà. Alors, l'intervention que je vais faire aujourd'hui va être beaucoup plus centrée sur des questions d'histoire et de culture, puisqu'on est dans un musée, on n'est pas à l'Institut de géopolitique de je ne sais où. Et je vais essayer un peu de remonter sur ce qu'est le panafricanisme, ses différents éléments, ses ramifications dans le temps et dans l'espace, et en montrant justement comment, à travers ce passé, on a des réponses à notre présent. Puisque ma thèse est que la plupart des questions que nous posons aujourd'hui ont déjà été résolues par ceux qui nous ont précédés, et ce qui manque, c'est principalement de l'application, d'où l'engagement également en termes de politique. Le titre que j'ai choisi, c'est quelques racines et quelques branches du panafricanisme, puisqu'on est sur un courant qui est parfois assez difficile à déchiffrer, qui est une vaste forêt dans laquelle on trouve beaucoup de références. Et cette histoire-là, elle est aussi importante parce qu'elle débute dans un contexte qui est antérieur, bien évidemment, à tout ce qui a été évoqué précédemment et qui est encore plus brutal, qui est celui de la traite et de l'esclavage, donc la déportation. Donc ça, c'est un élément très important, puisque le continent africain a connu pendant plusieurs siècles un long processus de perte d'initiative, dont l'aboutissement a été la colonisation, actée politiquement par la conférence de Berlin et par la mise en place de différents systèmes coloniaux. Et donc, durant cette période de 4 siècles, l'histoire de l'Afrique s'est dédoublée. Elle a continué sur le continent et une partie, donc des millions et des millions d'Africains, ont été déportés vers les Amériques et ont produit un autre courant, une autre histoire, une autre initiative qui va constituer justement le panafricanisme. Donc, du point de vue définitionnel, de manière basique, le panafricanisme, c'est quoi? C'est tout ce qui a quitté le continent africain et qui a survécu à l'extérieur du continent africain. Voilà, c'est le poisson qu'on a sorti de son eau et qui a réussi à survivre, à se modifier, à s'adapter dans un environnement qui ne lui était pas du tout propice, qui lui était hostile. Et donc, c'est la particularité de cette diaspora historique. Un autre élément, c'est que la traite a produit le racisme avec la dimension capitaliste, dans le sens où on a modifié les identités africaines, on les a essentialisées à travers notamment la question de la couleur de peau, donc le racisme d'un côté et le pannégrisme qui sera une réponse au racisme de l'autre. Et on a du coup transformé des groupes ethniques en groupes sociaux. Les Afro-Américains, par exemple, ne constituent pas en soi un groupe ethnique, mais ils sont un groupe social qui s'est constitué dans une expérience historique particulière, faite à partir du fait que dans les Afro-Américains, quand ils font leur arbre généalogique, certains sont Yoruba, d'autres sont Wolof, d'autres sont Mandingues, etc. Mais tout ça s'est constitué et a créé un groupe social. Un autre élément sur cette période historique, c'est l'impact que ça a eu lieu sur le monde. Pourquoi la traite transatlantique est essentielle? Parce que elle a constitué la plus importante puissance mondiale d'aujourd'hui, qui sont les États-Unis d'Amérique et le système capitaliste dans lequel on évolue. Et c'est ce système-là qui va être, je dirais, le point de référence et le point de renversement de l'histoire du panafricanisme. Un autre élément donc, que vous voyez donc, sur cette affiche, c'est la dimension également de retour qui va se constituer très tôt, dès en réalité le 18e voire 19e siècle, donc de retour vers l'Afrique, de cette diaspora déportée dans les Amériques, qui va d'abord tenter de le faire par elle-même, donc en organisant donc
des mouvements de retour. Et ces mouvements de retour vont être progressivement récupérés, réorientés par un autre projet qui suit l'esclavage, qui est le projet colonial. Donc là, au niveau de la chronologie, vous avez 1772, qui est une date où, en Angleterre, il y a un procès Somerset qui est du nom d'un esclave venu de la colonie de la Barbade et qui obtient sa liberté en Angleterre sur le principe que l'esclavage n'existe pas sur le sol d'Europe. Donc ça aussi, c'est une particularité. L'Europe a produit une histoire qui la considère comme étant libre de l'esclavage. Mais quand on voit le traitement qui a été donné à certains de nos ancêtres, on constate qu'il s'agit d'un discours à géométrie variable. La réponse à la présence de Noirs libres sur le sol d'Europe sera les projets de retour pensés depuis notamment l'Angleterre et la création d'une première colonie qui est la Sierra Leone, la colonie de Freetown. Les Français feront pareil avec une ville qui est aujourd'hui la capitale du Gabon qui s'appelle Libreville. C'est-à-dire que ce sont des endroits où on rapatrie les Africains soit affranchis, soit arrêtés sur les bateaux qui faisaient la traite clandestine et on les rapatrie dans ces régions-là. Et donc, entre parenthèses, le meilleur endroit pour étudier aujourd'hui les langues africaines, c'est la Sierra Leone, parce que le criot sierra-léonais contient des éléments de toutes les langues ouest-africaines du fait justement de cette histoire de la traite et de la déportation. Donc, la conjonction des projets de retour et de colonisation inscrit en fait un rapport entre la diaspora et le continent. Ce rapport, il va être interrompu de manière brutale et radicale par un événement historique qui est l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804, qui est vraiment le moment de naissance de l'histoire politique du panafricanisme. Pourquoi? Parce que pour la première fois de l'histoire, on a des hommes et des femmes nés en Afrique qui prennent le contrôle d'un territoire à l'extérieur du continent africain, qui créent un État moderne et contemporain, et qui vont se positionner dans le champ des relations internationales, puisque les Africains de Saint-Domingue ont d'abord combattu donc, les Espagnols, les Anglais, puis les Français, et vont faire l'objet, en retour, de la constitution de ce qu'on appelle la communauté internationale. Autrement dit, la communauté internationale se constitue au début du 19e siècle, dans le contexte de la naissance d'Haïti, d'où les congrès qui ont été évoqués précédemment par François, congrès de Vienne, etc., où il s'agit effectivement d'abolir la traite, mais de maintenir un système de domination. Donc Haïti, c'est vraiment le point de départ de cette histoire, l'histoire des damnés de la terre, l'histoire d'une contre-histoire de l'Occident qui va partir donc de la libération de ce territoire. Un autre élément très important dans la géographie et l'histoire du panafricanisme, 1847, le Libéria est créé pour détourner justement les projets de retour afro-américains qui étaient vers Haïti et les ramener vers le continent africain, et pour associer au projet de retour sur le continent africain un projet de colonisation conceptualisé par les milieux afro-américains et principalement également religieux américains pour se débarrasser de la présence noire aux États-Unis. Donc cette question, comment dire, de migration, de circulation, de lieux, de référence, elle est très importante parce qu'elle fait du panafricanisme qu'on appelle, ce que j'appelle dans mon ouvrage, en introduction, une histoire vagabonde. C'est une histoire qui se cherche, c'est une histoire qui circule, c'est une histoire qui crée des lieux, et c'est une histoire qui est également confrontée à la décolonisation de 4 espaces symboliques qui sont aussi des espaces réels. Donc le premier, c'est la plantation, le deuxième, c'est la colonie, le troisième, c'est le ghetto, et le quatrième, c'est la prison. Donc il y a toujours un rapport à ces 4 espaces-là dans la manière dont le panafricanisme va se penser par la suite. Alors, les abolitions interviennent tout au long du 19e siècle. Donc dans les années 1880, le projet de colonisation se met en place, avec notamment donc, les différentes expéditions, la conférence de géographie de Bruxelles, la conférence de Berlin de 1885, et pour les Africains libérés de l'esclavage dans les diasporas, ils constatent que la colonisation de l'Afrique va constituer une deuxième forme de mise en esclavage. Ils vont commencer à comprendre que leur sort dans les diasporas est lié à la condition libre ou non libre du continent africain. Et donc on va voir se mettre en place des connexions, et c'est dans le cadre de ces connexions notamment que George Washington Williams, un militant afro-américain panafricain, fera en 1890 la fameuse lettre
ouverte au roi Léopold II, estimant que ce qui se passe au Congo relève de crimes contre l'humanité. Et donc c'est dans ce contexte panafricain que cette notion-là apparaît dès 1890, parce qu'on a des Afro-Américains et des militants panafricains qui estiment que ce qui est en train de se passer sur le sol africain est inadmissible et doit être combattu. Alors, la colonisation se met en place à travers donc un certain nombre de conquêtes, à travers la construction du racisme, qui sera notamment réfuté par Anténor Firmin en 1885, un livre très important sur l'égalité des races humaines. Et durant ce contexte donc, de colonisation, il y aura deux événements assez particuliers qui vont jouer un rôle très important. Le premier, c'est la victoire de l'Éthiopie contre l'Italie à Adwa en 1896, qui va avoir en fait une répercussion mondiale, puisqu'il s'agit d'une victoire d'une armée africaine contre une armée européenne. Et aussi, d'un arrêt de la colonisation sur un territoire bien particulier qui va préserver son indépendance. Et l'information de ces victoires de l'Éthiopie va avoir un écho très fort dans les milieux afro-américains. On estime que 1897 est l'année où il n'y a jamais eu autant de prénoms éthiopiens donnés à des enfants nés aux États-Unis. C'est en référence à la bataille d'Adwa. Et on commence en fait à s'identifier à l'Éthiopie, à s'identifier à l'Afrique. L'autre côté, c'est tout simplement aux États-Unis où beaucoup de Noirs pensaient qu'ils arriveraient in fine à s'intégrer dans cette société-là. Et en 1887, vous avez l'arrêt Plessy contre Ferguson qui officialise la ségrégation et qui fait comprendre aux Noirs américains qu'ils vont devoir s'organiser par eux-mêmes. Et c'est quelque chose qui est très important parce qu'une partie de l'histoire du panafricanisme est liée à la condition spécifique des Afro-Américains qui, tout au long de leur histoire, sont le seul groupe américain qui a été constamment combattu par son propre gouvernement. Et donc, du coup, ils vont développer une diplomatie dissidente de celle des États-Unis, qui va notamment beaucoup s'appuyer sur le panafricanisme, d'où le fait qu'il y aura régulièrement des missions parties des États-Unis et aussi un peu de la Caraïbe qui iront ici ou là en Afrique dans les années 1900-1910 pour établir des réseaux et des connexions. Donc 1900, la conférence panafricaine de Londres, elle est notamment portée par Benito Sylvain, donc c'est un militant haïtien, il fait un long voyage de Port-au-Prince jusqu'à Addis Abeba. Il demande à l'empereur d'Éthiopie, Ménélique II, de mettre ensemble l'Éthiopie, Haïti et le Libéria pour défendre les intérêts de tous les peuples africains. Et surtout, il est en lien avec Henry Sylvester Williams, qui est un étudiant en droit, qui a décidé de faire des études de droit à Londres, parce qu'il veut défendre les chefs africains qui se voient spoliés de leurs terres dans le contexte de la colonisation. Et donc, eux deux réunissent un certain nombre de personnes à Londres, et cette conférence panafricaine en 1900 marque le début de l'histoire du panafricanisme en tant que mouvement politique et socio-culturel avec un agenda tout au long du XXe siècle qui est de mettre fin au colonialisme, qui repose donc sur le vol des terres, et de mettre fin au racisme, comme le dira Dubois dans l'une des formules de cette conférence, à savoir que le grand combat du XXe siècle sera celui de la ligne de couleur et de ce qui nous est permis de faire selon que l'on soit de tel ou tel côté de cette ligne de couleur-là. Donc la question du colonialisme, la question du racisme, la question du capitalisme, qui est le système économique qui a produit l'esclavage et qui se maintient dans le contexte de la colonisation, et également le focus sur deux territoires, donc déjà le Congo, qui est vraiment présent dans les débats des militants panafricains à cette époque-là, et aussi donc le cas de l'Afrique du Sud, même si officiellement il n'y a pas encore de système d'apartheid, c'est déjà un système de proto-apartheid. Et dans le cas de l'Afrique du Sud en 1900, un élément très intéressant, les militants panafricains expliquent que la position panafricaine sur ce type de conflit, c'est la neutralité. Autrement dit, lorsque des Européens se battent entre eux, les Africains doivent rester neutres. C'est ça la position panafricaine. Et c'est une position qui permet aussi de comprendre des actualités concernant notamment les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, etc., sur quelle est la position panafricaine sur ce genre de conflit. C'était celle qui a été élaborée en 1900. C'est celle qui explique pourquoi, au niveau des colonies, il y a eu un refus systématique de participer aux guerres européennes qui vont donner les premières et deuxièmes guerres mondiales. Et c'est aussi dès cette époque-là, en 1900, la conscience que lorsque les Européens font entrer l'Afrique dans leur guerre à eux, ça donne inéluctablement une guerre mondiale. Donc il y avait déjà une conception de ce que représente l'engagement dans ce contexte-là. Et Nkrumah le reprendra plus tard
lorsqu'il évoquera notamment la question du neutralisme. Donc tous ces éléments-là permettent de comprendre qu'on a déjà des cadres structurants. Voilà, on parle déjà de crimes contre l'humanité, on parle déjà de neutralité, on parle déjà de non-alignement dans les prémices du panafricanisme. Cette conférence panafricaine de 1900, elle est aussi présentée dans les médias occidentaux comme quelque chose de bizarre. Quand on lit les journaux anglais, ils disent weirdo people, des gens étranges, donc des Noirs qui se réunissent entre eux. Donc il y a déjà ce côté où, lorsque des Noirs se réunissent entre eux, c'est qu'ils complotent un truc un peu bizarre. Et c'est assez intéressant de voir comment justement l'évolution de la narration, de la relation de cette histoire-là va se faire dans la presse occidentale. Donc après, il y aura une période de repli du courant panafricain et qui va réapparaître dans la période de l'entre-deux-guerres, à travers notamment deux traditions, une tradition du congrès panafricain, qui va être notamment portée par l'intellectuel noir américain William Du Bois, donc qui lui est plutôt partisan de l'idée que c'est une élite qui doit en fait mener le combat. Donc il a une théorie qui s'appelle le talented tenth, c'est-à-dire que 10% d'une communauté doit se mettre en avant pour gagner et faire ensuite progresser l'ensemble de la communauté. Et donc Dubois, c'est un intellectuel, c'est le premier noir docteur de Harvard. Il était présent à la conférence de 1900 et il va se rendre au premier congrès panafricain en 1919, qui est l'une de ces grandes rencontres qui a lieu après la Première Guerre mondiale pour rediscuter de l'ordre international, mais qui, étrangement, est absent de tous les manuels et de tous les livres d'histoire de relations internationales. Et donc là aussi, ça pose la question d'une censure sur le panafricanisme, puisque Dubois, américain, n'était pas validé dans la délégation américaine qui se rendait en Europe. Donc il s'y est rendu par ses propres moyens, et c'est en se mettant en accord avec Blaise Diagne, qui était le député du Sénégal au niveau de la France, qui était notamment le responsable du recrutement des tirailleurs sénégalais, qui va lui accorder en fait un salon dans un quartier relativement bourgeois de Paris pour que ce congrès puisse se tenir. La position de Blaise Diagne, qui est très liée donc, en fait, au modèle assimilationniste français, était dictée par Clemenceau et par Lloyd Wilson, qui demandait en fait à Blaise Diagne d'être un peu le mouchard, c'est-à-dire d'ouvrir la porte à ce congrès-là pour voir en fait qu'est-ce qui préoccupe actuellement ces Africains, ces Noirs, pourquoi ils se réunissent, quel est l'enjeu. Et l'enjeu de ce premier congrès panafricain, c'était déjà de réclamer que les colonies perdues par l'Allemagne soient rétrocédées aux populations africaines, soit dans le cadre d'une sorte de tutelle internationale, soit tout simplement directement à ces populations-là, puisqu'on a un certain nombre de travaux, de thèses qui montrent qu'il existe déjà des formes de gouvernement africain. Un autre élément qui est présent aussi dans ce débat, c'est toute la question autour effectivement de la Société des Nations et du sort donc, des colonies que sont le Cameroun, que sont le Rwanda-Urundi, le Tanganyika, le Togo et le Sud-Ouest africain. Et donc là, on a déjà des positions panafricaines sur des petits territoires entre guillemets à décoloniser. 1921, un deuxième congrès qui a lieu dans 3 lieux différents. La première session a lieu à Londres. Elle est organisée notamment par les milieux travaillistes britanniques. C'est une session très progressiste. On aborde vraiment des cas très intéressants. La deuxième a lieu donc ici à Bruxelles, où il s'agit vraiment pour les militants à la fois de mettre l'accent sur la question du Congo belge, dans un contexte où il y a donc le prêche de Simon Kibangu, dans un contexte où il y a des milieux et des militants garvéistes qui sont présents, dans un contexte où le communisme également est en train d'apparaître et est de plus en plus assimilé à étant ce qui guide un peu le panafricanisme, et aussi dans un contexte où la Belgique veut faire quelque part bonne figure, avec notamment le cas de Paul Panda Farnana, le fameux premier intellectuel congolais. Et la troisième session a lieu à Paris, donc sous l'égide de Blaise Diagne, et c'est lors de la troisième session que les motions discutées à Londres et à Bruxelles devaient être votées. Et donc lors de cette troisième session, Blaise Diagne en fait profite de la pause café pour faire venir dans la salle ses propres partisans et faire voter des motions conservatrices et réactionnaires. Et donc ce congrès-là, il marque la scission entre un panafricanisme porté par ce qu'on appellerait entre guillemets les anglophones et celui incarné par les francophones, dont les milieux anglophones se méfient du fait des liens très forts entre
les Noirs francophones et le système colonial français. Donc ça aussi, c'est un élément qui permet de comprendre en amont les fameuses comparaisons entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. Donc 1923, le congrès a lieu à Lisbonne. Ce qui est intéressant à Lisbonne, c'est qu'on touche à l'empire colonial portugais, le moins développé, le plus arriéré, et que les revendications des militants portugais de l'époque sont très avancées. Ils réclament notamment le droit au port d'armes. Donc c'est pas quelque chose qui arrivait avec les Black Panthers dans les années 60, c'est dès cette époque-là. Donc le droit au port d'armes et également des jurys africains. C'est-à-dire qu'ils estiment que les Africains doivent être jugés par des Africains. Donc c'est déjà une réflexion sur quel type de justice mettre en place et quel type également de système économique concernant notamment le droit du travail mettre en place. Donc les réflexions sur l'entrepreneuriat, sur tous ces éléments-là sont déjà posées à cette époque-là. 1927, un quatrième congrès sur lequel je reviendrai très rapidement, qui pose aussi des enjeux stratégiques et idéologiques. Donc en parallèle à ces congrès, on a toute la dynamique de Marcus Garvey, qui lui donc est une grande figure charismatique jamaïcaine, qui lui s'intéresse beaucoup plus aux masses et qui était influencé par un monsieur qui s'appelait Booker T. Washington, qui était le rival de Dubois. Donc Dubois, c'était le talented tenth, c'est vraiment l'élite, les 10%, les intellectuels. Et Booker T. Washington, lui, il avait créé une école professionnelle en estimant que les Noirs doivent justement mettre en avant leurs compétences techniques et professionnelles pour se rendre incontournables sur le marché du travail. Et c'est en étant incontournable sur le marché du travail par l'outil économique qu'on fera tomber la ségrégation, les injustices, les discriminations, la colonisation, etc. Donc ça, c'est déjà en lien avec les débats qu'on aura dans les années 40 sur notamment la manière dont les nationalismes africains vont être mis sur orbite par les syndicalismes, par la question syndicale. Puisque l'un des enjeux, c'est la question d'avoir les mêmes droits, d'avoir une égalité salariale. Puisque la véritable démocratie dans le panafricanisme, c'est la démocratie économique. C'est vraiment les questions de redistribution des richesses, de partage, d'égalité, etc. Donc Garvey, lui, va constituer une sorte de multinationale panafricaine, l'UNIA, Universal Negro Improvement Association, dans laquelle il y aura, je dirais, tout ce qui constitue aujourd'hui les éléments moteurs donc d'une nation, donc un gouvernement, une convention, un drapeau, un hymne universel, etc. Et puis aussi tout un appareil logistique, avec par exemple un service paramilitaire, un réseau scolaire, des ordres entre guillemets symboliques, des ONG, une compagnie de navigation et un journal, le Negro World, qui diffuse donc cette idéologie subversive, panafricaine et fondamentalement, révolutionnaire à l'époque. Donc Garvey va notamment tenter un projet de retour au niveau du Libéria, qui sera mis en échec par les autorités coloniales britanniques et françaises, mais aussi par les intérêts américains, et aussi en détournant quelques leaders afro-américains, dont Dubois. Donc Garvey, Dubois, donc c'est un peu les deux axes, donc un axe un peu entre guillemets institutionnel et intellectuel, et un autre beaucoup plus populaire, qui correspond, je dirais, aussi à des paysages de ce qu'est le panafricanisme aujourd'hui. Alors, troisième élément, la question aussi de la mise en place d'une société civile et politique panafricaine. C'est aussi un élément très important pour plusieurs choses. Le panafricanisme, il repose sur un ensemble d'expériences et de projets historiques et culturels. Le rôle des artistes et des intellectuels est essentiel. Le mouvement de Garvey n'aurait jamais existé sans la renaissance de Harlem. Donc les écrivains, les poètes, les photographes, les peintres, etc. vont jouer un rôle très important. Le mouvement de la négritude, d'abord donc artistique et littéraire et ensuite politique, qui montre justement la place que joue l'art et la culture dans le cadre donc de ce panafricanisme-là. Les médias, donc le Negro World qui était le journal de Marcus Garvey qui était diffusé dans le monde entier à travers notamment les marins, donc les marins noirs qui étaient un peu les messagers de l'époque. Donc on était à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et Garvey avait 6 millions de membres dans son organisation et on était vraiment sur du porte-à-porte. Le réseau également de Crisis, donc Crisis c'était le journal de Dubois, dont il va être viré à un moment parce qu'à un moment il va prendre une tournure, je dirais, dissidente vis-à-vis de ceux avec lesquels il travaillait précédemment. Dubois au départ il est libéral, ensuite il a une période socialiste, il revient sur une période libérale et dans les années 30-40 il devient communiste et dans le contexte américain c'était pas du tout bon et donc il va être combattu à ce niveau-là
et il va ensuite partir au Ghana pour finir sa vie. Présence africaine, donc le réseau et la maison d'édition et la librairie donc à Paris autour de Alioune Diop, constituée donc pendant la Seconde Guerre mondiale avec une stratégie très intelligente, c'est-à-dire que dans les années 30, vous avez beaucoup de journaux afro, radicaux, le cri des nègres, la voix des nègres, machin truc, etc. Mais tous ces journaux-là, en fait, au bout du deuxième numéro, ils sont tous interdits. Voilà. Et donc, Alioune Diop, lui, sa stratégie, c'est de dire, en fait, on va s'entourer des intellectuels français, bon teint, bon oeil. Donc, il prend Jean-Paul Sartre, il prend Albert Camus, il prend Théodore Monod, il les met dans le comité éditorial et le journal devient inattaquable. Et donc, il les garde dans le comité éditorial le temps que Présence africaine s'autonomise. Et une fois que Présence africaine est autonomisée, les Sartre, les Camus, etc. se retirent et laissent effectivement les Africains qui étaient déjà à la manette gérer tout ça de leur propre aile. Donc, Présence africaine va notamment organiser le fameux Bandung culturel en 1956, où Césaire fera la fameuse formule en disant qu'il faut laisser entrer les peuples nègres sur la grande scène de l'histoire. Et c'est un congrès très important, puisque à la veille de ce congrès, on a l'annonce de l'indépendance à venir du Ghana. Donc les réseaux de présence africaine, très importants, sans eux, on ne connaîtrait absolument pas Cheikh Anta Diop. Donc c'est important, je pense, quand on travaille sur des outils, de regarder aussi quels sont les mécanismes, l'architecture, la propédeutique qui nous a permis d'avoir ces outils pour travailler aujourd'hui. Donc les éditeurs sont essentiels. Et c'est en lien aussi évidemment avec une actualité où le monde de l'édition est valorisé. Les travailleurs, évidemment, donc la question syndicale, la question du marxisme, les liens entre panafricanisme et communisme, la manière dont le communisme a beaucoup voulu justement s'appuyer sur la main-d'œuvre noire, puisque le grand prolétariat, le sous-prolétariat, ce sont les Noirs. Donc comme les communistes sont pour la révolution prolétaire, ils ont besoin des travailleurs noirs, mais comme en même temps ils ne veulent pas aborder la question du racisme, les travailleurs noirs sont un peu dubitatifs. Vous voulez qu'on vienne pour votre combat de lutte des classes, mais en même temps on subit des discriminations liées à notre couleur de peau. Donc il faut mettre en avant aussi la question de la race. Donc cette question aussi des travailleurs est essentielle. La question des étudiants, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FIANF, très importante. Et puis aussi sur cette photo, les étudiants de la West African Student Union, donc l'union des étudiants ouest-africains à Londres, qui s'est constituée dans les années 20 à partir de quelques éléments stratégiques, à savoir que les étudiants africains, quand ils arrivaient à l'époque en Europe, ils avaient déjà des bourses qui étaient très limitées, donc beaucoup tombaient dans la mendicité, la prostitution, la délinquance, etc. Tout ça, donc ça renforçait le mythe de ces noirs criminalisés, etc. Et donc, très rapidement, des structures vont se mettre en place, certaines adossées à quelques milieux religieux, et très rapidement, on va cibler des domaines de refuge. Et le domaine de refuge numéro 1, quand on est un immigré, c'est la nourriture. C'est-à-dire que ces étudiants africains veulent manger de la nourriture africaine. Et donc, ils vont mettre en avant les restaurants, les réseaux de gastronomie. Et c'est dans ces restaurants-là qu'auront lieu une grande partie des premières réunions panafricaines. Et c'est souvent l'argent de ces restaurants qui va financer tous les congrès dont je vous ai parlé précédemment. Donc ça, c'est très important. Et donc là, ils font en fait une activité où ils portent des tissus, des vêtements africains en disant que si on veut que les Occidentaux connaissent l'Afrique, c'est pas à travers les musées coloniaux qui vont la connaître, mais c'est à travers nous-mêmes qui allons leur montrer ce qu'est réellement la gastronomie, la culture africaine. Et donc c'est dans ce contexte-là que les amicales d'étudiants se mettent en place, que des comités étudiants se mettent en place, qu'il y a des fêtes culturelles africaines qui se mettent en place, et que de fil en aiguille arrivent aussi des relations, et que du coup, voilà. Les humanitaires, là aussi, il y a un certain nombre de structures mises en place, l'Aborigines Right Protection Society, au niveau notamment de la Gold Coast, la Congo Reform Association, donc la Fédération mondiale éthiopienne, etc. Entrepreneurs, agriculteurs, ingénieurs, les vétérans de guerre, donc tous ces ensembles-là se constituent dans la première moitié du XXe siècle et sont ce que j'appelle des corps sociaux panafricains dont on doit en fait aujourd'hui s'interroger sur l'actualité, la contemporanéité. Voilà, par exemple, la question des ONG, savoir qu'il a déjà existé dans le passé des ONG panafricaines qui venaient en aide aux réfugiés africains, ça nous interpelle sur une situation où on constate que on est généralement défaillant dans la solidarité vis-à-vis de ceux qui viennent également du continent africain. Pareil, les solidarités étudiantes ont également une histoire très particulière.
Alors tout ça n'aurait évidemment jamais tenu la route sans le groupe social le plus important, donc la panafricaine, puisque tous ces réseaux-là ont été structurés par des femmes. Ce sont notamment les infirmières noires de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale qui vont constituer des carnets d'adresses, des agendas pour mettre en relation les uns et les autres. Ce sont également elles qui vont organiser un certain nombre d'activités, de galas, de charités pour financer par exemple l'UNIA, dont au départ l'effectif était largement féminin. Et on le voit aussi dans les revendications vis-à-vis du journal Le Negro World. C'est-à-dire qu'à un moment, les femmes réclament une tribune sur la voix des femmes dans le Negro World. Et c'est lié au fait qu'en fait, elles sont dominantes dans cette organisation-là. Ce sont elles qui rapportent l'argent dans l'UNIA, de la même manière que sur les marchés africains, à Lagos, à Dar es Salaam, à Dakar, etc. Ce sont les femmes qui tiennent les cordons de la bourse. Tant et si bien qu'au début du XXe siècle, quand les puissances coloniales arrivent et veulent mettre en place les nouvelles monnaies, les nouvelles fiscalités, les nouveaux impôts, eh bien, dans certains cas, dans la plupart des cas, les femmes sont beaucoup plus taxées que les hommes parce qu'on sait que ce sont elles qui détiennent l'économie. Et donc, dans le cadre du panafricanisme, ça va être aussi un enjeu stratégique. Donc, il y a quelques figures vraiment essentielles et centrales. Funmilayo Ransome Kuti, au niveau du Nigeria, la mère de Fela Kuti, mais surtout l'organisatrice du véritable mouvement nationaliste nigérian, et qui en 2 ou 3 jours a mobilisé plus de 20 000 femmes dans ce qui était probablement la plus grande organisation de femmes de l'époque, sans s'inscrire forcément dans un féminisme. Claudia Jones, militante communiste, aux États-Unis, exilée en Angleterre, qui va notamment mettre en place le fameux carnaval de Notting Hill, qui est le plus grand carnaval afro-caribéen du monde. Amy Ashwood Garvey, donc la première épouse de Marcus, qui elle va connaître sa propre trajectoire par la suite et contribuer à créer de nombreux mouvements au Nigeria, en Sierra Leone, en Jamaïque, etc. Et qui sera notamment l'une des figures très importantes dans la reconversion positive de Nina Simone dans les années 60, en jouant un peu ce rôle de marraine. Il y aurait d'autres figures, d'autres personnages que je pourrais citer dans un autre contexte, mais ici, je voudrais juste revenir sur le 4e congrès panafricain qui a lieu en 1927, qui est la seule activité, la seule conférence internationale qui ne portait pas sur les femmes et qui a été organisée par 10 femmes. C'est quelque chose qui est assez intéressant. En fait, on le voit vraiment en creusant les archives. Donc là, vous avez un draft de l'appel du 4e congrès panafricain. Et dans le draft, vous avez les brouillons, vous avez les prénoms de toutes les organisatrices. Mais dans le document final, en fait, on n'a gardé que les initiales de ces femmes-là, ce qui fait que très souvent, quand on étudie l'histoire, on part toujours du présupposé que ce sont des hommes qui ont organisé des événements. Mais quand on remonte un peu plus en amont, on constate que ce sont des femmes. Et donc, ce sont notamment les Ladies of Brooklyn, dont certaines étaient mariées à des Noirs de la classe moyenne, voire évoluée, mais des Noirs qui étaient un peu dans le système, qui n'étaient pas conscients. Et souvent, ces femmes-là, en fait, utilisaient aussi le carnet d'adresse de leurs époux pour aider, en fait, la mise en place des forces panafricaines. Donc, ces différents corps sociaux, catégories sociales sont importantes parce qu'elles sont existantes aujourd'hui. Et l'un des enjeux, c'est de voir comment, je dirais, les réactualiser et les revaloriser. Le cas des femmes aussi est très important parce que Madame C.J. Walker et bien d'autres, ce sont déjà des femmes d'affaires. Et ça permet aussi de casser le discours qui dit que c'est le libéralisme, l'entrepreneuriat qui libère la femme africaine au XXIe siècle. Il y a déjà eu des formes de libération, d'émancipation qui ont été pensées à cette époque-là, dans ces contextes-là et dans ces débats-là. Alors, le volet suivant, c'est le tournant politique 45. Alors, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a 2 moments importants. Il y a le congrès panafricain de Manchester en 45, donc en Angleterre, et le congrès du Rassemblement des démocratiques du RDA à Bamako en 46. Alors l'un est quasi intégralement anglophone, c'est celui de Manchester, qui réunit pour la première fois dans un congrès panafricain une majorité de leaders venus du continent, de jeunes venus du continent, dont un qui est Kwame Nkrumah et l'autre qui est Jomo Kenyatta. Et lors de ce congrès, eh bien, les militants panafricains de la diaspora estiment que
c'en est assez d'avoir mobilisé dans la diaspora. Il faut maintenant rentrer sur le continent africain et transformer le panafricanisme qui est né dans la diaspora en une idéologie, un mouvement de libération du continent africain. Et donc c'est vraiment toute la période où le panafricanisme va rentrer sur le continent, et la figure qui va le ramener sur le continent, ce sera Kwame Nkrumah, le premier ministre puis président du Ghana. Donc Accra va vraiment être le cœur de la bataille politique à ce moment-là. De l'autre côté, côté francophone, on a un autre son de cloche, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France ne veut absolument pas décoloniser. Elle a besoin de son empire, et donc elle va utiliser un stratagème unique dans l'histoire de l'Europe. Elle va mettre en place l'Union française, la 4e République, qui introduit des députés africains à l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire qu'en Afrique, il y aura des élections où on va élire des députés qui iront ensuite à Paris pour défendre les intérêts des populations africaines. Et sur le sol africain, c'est toujours le gouverneur mandaté par le ministère des colonies. Donc on se retrouve en fait dans une situation où, pour faire simple, les élites dites francophones qui vont qui vont hériter de l'indépendance en 1960, vont pour la plupart se politiser en France, à distance des luttes de leur propre population, et en étant socialisés dans l'appareil politique français, puisque la plupart seront affiliés donc, au parti politique français, alors que dans le contexte panafricain posé à Manchester en 1945, ce sont des élites du Ghana, du Nigeria, etc., qui quittent l'Europe, qui rentrent dans les colonies et qui mènent la bataille dans les colonies et qui du coup donc se socialisent et se politisent localement. Et ça aussi, c'est un élément très important qui explique les différences structurelles et conceptuelles entre l'Afrique dite anglophone et l'Afrique dite francophone. Et ça aura évidemment des liens sur la conception du panafricanisme, puisque ceux partis de la diaspora pour rentrer sur le continent sont déjà dans une logique d'unité. C'est chacun rentre libérer son territoire, et on a fait un serment à Manchester de se mettre tous ensemble. Alors que ceux de l'espace francophone se retrouvent en fait atomisés à Paris, se retrouvent inféodés également au système politique français. Et lorsqu'en 1956 a lieu ce qu'on appelle la loi cadre de fer, eh bien les deux ensembles coloniaux français, qui sont l'Afrique occidentale et l'Afrique équatoriale française, vont être balkanisés. C'est-à-dire qu'il y avait deux blocs coloniaux, et donc la France va les éclater en une douzaine d'États différents. Et étant donné que le principe du panafricanisme, c'est de réunir ce qui a été divisé et éclaté, eh bien, plus vous divisez et vous éclatez les choses, plus c'est compliqué de les réunir. Et c'est en ça que la problématique francophone se pose déjà dès cette époque-là, à travers, je dirais, des axes différents. Et la capitale, je dirais, de ce système-là, qui est la France-Afrique, sera Abidjan, avec une rivalité entre le Ghana de Kwame Nkrumah, donc panafricaniste, l'unité africaine, et la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny, donc le lien indéfectible avec la France. Donc tout ça va vraiment, je dirais, structurer le paysage politique des 2-3 prochaines décennies, à partir de 1945, avec tout un contexte international, donc la guerre d'Algérie, les mouvements comment dire, de décolonisation, la révolution cubaine, etc. Ce qui est aussi intéressant dans cette époque-là, c'est le rôle des intellectuels. C'est-à-dire que la quasi-totalité de ce qu'on appelle des mouvements de libération à cette époque-là ont été créés, lancés, portés par des intellectuels. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à observer. Ce ne sont pas des personnes qui ont une vision militariste des choses, mais qui, comme disait Cabral, vont se transformer en des militants armés. Et donc la question de la lutte armée va aussi arriver dans ce contexte-là. Il va se retrouver en Algérie, en Afrique du Sud, dans les colonies lusophones et dans le cas aussi de la guerre du Cameroun. Alors ici, deux extraits de textes très importants du Congrès panafricain de Manchester qui permet vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on entend par panafricanisme. Tout d'abord, on est sur un mouvement qui, à la base, est pacifiste. Là aussi, c'est très intéressant puisque dans les années 50-60, il y a un mouvement pacifiste panafricain qui va se développer et un mouvement de dénucléarisation du monde à partir des bases panafricaines qui est antérieur à un certain nombre de combats que l'on voit aujourd'hui sur la question du nucléaire, qui se base notamment sur le fait que le continent africain est le seul où on a fait exploser des bombes nucléaires, donc dans le Kalahari et dans le Sahara.
Et que donc on a une problématique nucléaire, on a une problématique de l'atome, on a une problématique de l'énergie qui renvoie déjà à cette époque-là et qui renvoie aussi à la manière dont notre continent est dépositaire des ressources stratégiques, l'uranium, qui permettent de détruire le monde. Par conséquent, on est obligé d'avoir une conscience panafricaine qui tienne compte de ces enjeux-là. La question de la paix, la question de l'énergie. Et dans le même temps, si nous ne sommes pas entendus, voilà, c'est ce que disait Panafricain, on peut faire appel à la force, même si la force doit détruire tout le système d'oppression qui repose sur nos épaules. Et ça fait référence à la révolution haïtienne. Saint-Domingue était la colonie la plus riche du Nouveau Monde, celle qui fournissait en sucre, en café, en tabac, l'Europe, qui faisait vivre un Français sur 3. Et lorsque la révolution haïtienne intervient, c'est tout l'appareil de production esclavagiste qui est détruit. Et donc, lorsqu'en 1825, la France impose une dette à Haïti, la dette imposée par la France à Haïti est calculée sur le budget annuel de ce que rapportait la colonie de Saint-Domingue du temps où c'était la plus belle colonie capitaliste et esclavagiste. C'est-à-dire 150 millions de francs or sur une colonie qui rapportait 25 millions de francs par an, donc 6 ans de budget de dédommagement par rapport à la perte donc, de leur propriété. Mais ça, c'est quelque chose qui marque en fait la manière dont le principe de la dette repose sur l'idée que ceux qui se sont décolonisés vont maintenir un système économique d'exploitation capitaliste qui les intègre dans ce mécanisme de la dette. Alors que ça n'a pas été le cas, en tout cas c'est un peu plus compliqué que ça. Un autre élément, la question également d'exprimer donc nos pensées, nos émotions, d'adopter, de créer des formes de beauté. Donc ça touche directement aussi à la question de la culture et à la question de l'art. On a un gros problème de décolonisation culturelle, y compris dans le débat sur la restitution, sur qu'est-ce que l'art, qu'est-ce que les beaux-arts, etc. On a un grand besoin de décoloniser aussi la critique de l'art africain. Et ça, c'était déjà posé à cette époque-là, et c'était déjà présent, évidemment, dans les premiers dossiers de revues comme Présence africaine. Présence africaine posait déjà cette question, le film d'Alain Resnais, les statues Meurs aussi, etc. Il y avait déjà cette réflexion sur la nécessité de décoloniser aussi les critères qui définissent ce qu'est du bon art africain et ce qui n'est pas de l'art africain. Donc la question de la beauté, elle est essentielle. Nous exigeons l'autonomie et l'indépendance de l'Afrique noire. Jusqu'à présent, et pas plus loin qu'il n'est possible dans ce monde unique, que les groupes et les peuples se gouvernent soumis à l'inévitable unité de la Fédération mondiale. Alors, il y a la notion de monde unique, donc le panafricanisme fait partie du monde, et il y a la notion d'Afrique noire, qui ici notamment est totalement validée par le fait qu'on est dans un contexte où se met en place des régimes d'apartheid, et le concept d'Afrique noire apparaît dans la bouche des panafricains en référence au fait qu'il y a des milieux colonialistes européens, eurafricains, qui développent le concept d'une Afrique blanche. Et lorsque le régime d'apartheid tombe, on voit progressivement le concept d'Afrique noire être remplacé par celui d'Afrique subsaharienne. Donc là aussi, on a des sémantiques qui sont très intéressantes, qu'il faut aussi recontextualiser dans cette époque-là. Donc voilà, nous n'avons pas honte d'avoir été patients longtemps, etc. Donc, dernier paragraphe très important, nous condamnons le monopole du capital et la règle de la richesse privée et de l'industrie pour le seul profit privé. Donc là, vous avez vraiment la référence de ce qu'est la démocratie dans un projet panafricain. Mais nous savions la démocratie économique comme la seule véritable démocratie. Donc c'est vraiment la question de récupérer nos richesses, de récupérer nos ressources, de décider ce que nous voulons faire de nos ressources, de comment nous voulons les vendre. Et dans le cas de Haïti, encore une fois, le lieu de naissance du panafricanisme, l'indépendance d'Haïti n'est pas reconnue ni par les États-Unis ni par la France. La France impose une dette. La dette est imposée en échange de la reconnaissance de l'indépendance. Et le principe de l'indépendance, c'est l'accès au commerce extérieur. C'est la question des droits de douane. Et dans des faits imposés à Haïti, la France impose déjà à Haïti que les bateaux qui ont pavillon français aient 50%. Alors 50%, ça fait référence entre guillemets déjà au franc CFA, d'exonération de douane fiscale dans le commerce avec Haïti. Donc on a vraiment tout un mécanisme qui se met en place dans ce contexte-là, et du point de vue panafricain, la question de la démocratie économique est centrale. Il y a une autre déclaration qui est adressée aux peuples colonisés,
qui consiste principalement à les inviter tout simplement à se mettre à l'action, à agir et à prendre leurs responsabilités, aussi bien les travailleurs et les agriculteurs que les intellectuels et les professionnels. Voilà. Alors là, c'est juste une pause chronologique des indépendances d'Afrique et de la diaspora. Voilà, c'est assez intéressant de regarder un petit peu les différentes évolutions. Voilà, donc Haïti ouvre vraiment le bal des indépendances. Et du coup, Haïti va faire l'objet de la construction du projet néocolonial par la suite. Donc, 1960, vous avez donc la grande vague des indépendances qui se font de manière séparée. Donc, le projet d'unité va être confronté à la manière dont on doit réunir des États qui ont été divisés et construits dans un contexte très particulier. Et celui donc, qui va s'y atteler, donc Kwame Nkrumah, est un personnage assez particulier, assez original. Il n'est pas du tout issu de la bourgeoisie africaine d'avant de la bourgeoisie africaine coloniale. Et il s'inscrit vraiment dans une trajectoire panafricaine, dans le sens où, de 1935 à 1945, il va passer 10 ans aux États-Unis. Pendant sa décennie aux États-Unis, il va se politiser, il va faire des études sur les conditions de vie des Noirs américains, notamment à Philadelphie, et il va rentrer dans le salon et la cuisine de beaucoup de familles noires américaines. Et par conséquent, lorsque, une décennie plus tard, il deviendra Premier ministre du Ghana, beaucoup d'Afro-Américains se diront on a à la tête d'un pays africain un gars qui est venu prendre le café dans notre cuisine. Donc on le connaît. Et donc beaucoup d'Afro-Américains vont le soutenir à ce moment-là. Et Nkrumah sait aussi ce qu'il doit aux Afro-Américains et va du coup implémenter le retour du panafricanisme sur le continent. Il va aussi l'inscrire dans un projet politique, donc notamment la notion de self-government. Donc il introduit vraiment la réflexion sur quel est le type de gouvernance le mieux adapté à un ensemble continental africain. Comment repenser la science politique africaine, comment repenser les notions de représentativité dans un contexte où il est certes Premier ministre d'un État issu du traité de Westminster, de colonie, et en même temps, il est confronté à l'existence dans le Ghana d'un peuple très puissant, le peuple Ashanti, qui contrôle notamment l'économie du cacao et qui est l'héritier d'un royaume historique qui avait sa souveraineté. Et donc, comment gérer la modernité des États qui se met en place au moment des indépendances avec des États qui n'ont pas été totalement lessivés par le colonialisme, parce que le colonialisme en avait besoin pour se maintenir et pour avoir des élites cooptées et collaboratrices. Donc il est vraiment, je dirais, piégé localement, plus confronté aux anciennes puissances coloniales qui scrutent chacune de ces erreurs de la même manière qu'elles le feront, mais de manière accélérée pour le Lumumba au moment de l'indépendance du Congo. Donc le 6 mars 1957, le Ghana devient indépendant. Il y a cette formule, l'indépendance du Ghana n'est rien sans la libération et l'unification complète du continent africain. Donc le drapeau du Ghana, rouge, or vert, avec l'étoile noire de Marcus Garvey. Quand la Guinée et le Mali rentreront dans l'union avec le Ghana, on mettra 3 étoiles noires sur ce drapeau, dont la finalité devait être autant d'étoiles noires sur ce drapeau que d'États qui auraient accepté de rentrer dans ce que Nkrumah appelait déjà les États-Unis d'Afrique. Alors, pour Nkrumah, le panafricanisme doit transcender les nationalismes. Donc, lui, c'est vraiment une approche de subsidiarité, c'est une approche de hiérarchie, de verticalité, du sommet vers la base, et cette approche-là va être longuement débattue par d'autres dirigeants africains. Par exemple, Julius Nyerere lui dira que le véritable nationalisme africain, c'est le panafricanisme. Donc il y aura vraiment des débats, des réflexions sur ce lien entre nationalisme et panafricanisme qui font toujours écho, je dirais, à l'actualité. Lors de la conférence d'Accra de décembre 1958, il y a un groupe qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on va voir les pays africains se structurer en différents groupes. Donc un qui va être le groupe de Brazzaville, donc les anciennes colonies françaises principalement, qui défendent la position de la France aux Nations Unies et qui sont, entre guillemets, le prototype de ce qui donnera la France-Afrique.
Et face à ce groupe-là, donc les pays du groupe de Casablanca, donc Casablanca, on est sur le Maroc de Mohamed V, qui n'a jamais été une colonie, qui a été un protectorat, et qui du coup, au moment du retour à la souveraineté, réclame le retour à sa souveraineté dans ses grandes frontières, donc notamment une partie de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie, le Sahara occidental. Et donc se pose aussi à ce moment-là la question des frontières. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce continent? Comment veut-on le penser? Ou est-ce qu'on veut, comment veut-on l'organiser? Et Nkrumah, qui lui est conscient que le panafricanisme nécessite d'abandonner les souverainetés nationales pour créer un État continental, mais se retrouve aussi dans cette réflexion sur les frontières, sur comment repenser la géographie africaine. Donc ce groupe de Casablanca va se constituer, il sera minoritaire, mais il va poser un certain nombre de positions radicales lors de la conférence de décembre 58 à Accra. Parmi ces principes, il y a par exemple le principe de ne contracter aucun pacte militaire avec une puissance non africaine. Il y a déjà les principes de libre circulation à l'intérieur du continent africain. Il y a déjà les principes de citoyenneté panafricaine. Il y a déjà un certain nombre de mesures qui sont très en avance par rapport à celles qui sont présentées aujourd'hui, par exemple au niveau de l'Union africaine. Alors, face à ce groupe de Casablanca, donc le groupe de Brazzaville va s'élargir avec quelques autres pays. Je ne rentre pas dans les détails, ce sera un peu compliqué. Et ces deux groupes-là vont être réunis en 63 à Addis Abeba par l'empereur Haïlé Sélassié dans le cadre d'une grande conférence au terme de laquelle est créée l'Organisation de l'Unité africaine. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, qui est très important et qui fait lien avec l'actualité, le panafricanisme est né dans la diaspora, parmi des peuples, des nations qui n'avaient pas d'État ou qui étaient amenés à combattre leur propre État, dans le cas des Noirs américains. Lorsque les indépendances arrivent, eh bien, les États africains vont continentaliser le panafricanisme, puisque à ce moment-là, ils excluent la diaspora et vont, d'une certaine manière, opérer une rupture entre un panafricanisme révolutionnaire porté par la diaspora et par les mouvements de libération et un panafricanisme réactionnaire qui va être progressivement absorbé par tout ce qui relève du tribalisme, de la xénophobie, des nationalismes, etc. Donc de la division. Donc ça, c'est très important pour comprendre un peu comment, je dirais, le panafricanisme, dans son retour sur le continent africain, va être assez rapidement endigué et va principalement se matérialiser autour de 3-4 enjeux stratégiques, notamment la libération des colonies portugaises et des régimes d'apartheid d'Afrique australe. Vous avez aussi donc différentes crises qui apparaissent à ce moment-là. Donc la guerre d'Algérie qui permet aussi donc de cliver le continent africain, la crise du Congo, là aussi puisque la position de Fanon qui était notamment de ne pas faire appel donc, aux Nations Unies n'a pas été respectée par les États qui étaient ceux qui pouvaient faire appel aux Nations Unies et qu'il était déjà question de créer des brigades panafricaines. Et donc ce sera une partie entre guillemets de l'échec stratégique de Nkrumah, dont il reconnaîtra les faits, notamment dans son livre Challenge of the Congo. On a vraiment un dirigeant africain, panafricain, qui raconte comment lui, il a vécu, comment il a agi dans le cas de la crise du Congo et comment le Ghana a été aussi court-circuité par la présence notamment de réseaux diplomatiques belges, français, etc., qui bloquaient les relations entre Nkrumah et Lumumba. Donc ça, c'est vraiment un livre très intéressant, Challenge of the Congo. Aussi les problématiques liées, je dirais, aux rivalités internes font que la mise en place de l'OUA est en soi un non-sens, puisqu'on réunit dans une même organisation continentale des pays africains, des dirigeants africains qui n'ont parfois aucun lien entre eux. Et cette position qu'on appelle le consensus d'Addis Abeba, il est lié à un contexte géopolitique de l'époque où l'Europe était divisée. Vous aviez le mur de Berlin, l'Est, l'Ouest, etc. Et la position d'un certain nombre de dirigeants africains, c'était de montrer à l'Europe que nous, en Afrique, nous sommes unis. Sauf que c'est une unité qui est viciée, puisque beaucoup rentrent dedans précisément pour bloquer le processus d'unification du panafricanisme. Donc ça, c'est vraiment un point assez problématique. Et donc là, vous avez aussi la définition plus politique de ce qu'on entend par panafricanisme. Donc c'est une formule de Kwame Nkrumah
voilà, cette union, nous devons la réaliser sans sacrifier nécessairement nos diverses souverainetés, grandes ou petites. Nous avons dès maintenant et ici même forgé une union politique fondée sur une défense commune, des affaires étrangères, une diplomatie commune, une nationalité commune, une monnaie africaine, une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine. Donc ça, si vous voulez, dans cette phrase-là, c'est la définition, on va dire, politique, architecturale du panafricanisme. Celle que je vous ai donnée en introduction, c'est la définition plutôt anthropologique du panafricanisme. Ce qui est important à savoir, c'est que cette définition-là, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Quand Nkrumah prend le Ghana à l'indépendance, il constate très rapidement que le Ghana n'a pas les moyens d'avoir suffisamment d'ambassadeurs pour couvrir l'actualité diplomatique qui peut concerner son pays. À Bruxelles ou à Genève, il y a chaque jour une vingtaine de rencontres internationales. Et donc, si votre pays africain est attendu dans 5 ou 6 rencontres différentes et que vous n'avez qu'un ambassadeur, c'est un peu compliqué. Mais si on a 50 pays africains qui ont chacun un ambassadeur qui peut aller chacun à une réunion et le Mozambicain connaît quels sont les intérêts du Ghana, ben si le Ghana n'est pas là, ben le Mozambicain peut aussi bien défendre les intérêts du Ghana que si le dirigeant ghanéen était présent. Donc c'était un peu cette logique-là qui était de rationaliser, de mutualiser et d'arriver en fait à faire parler l'Afrique d'une seule voix. Voilà, donc 60 ans plus tard, on est encore dans les débats sur la place de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, en parallèle à la constitution de l'OUA, donc dans la diaspora, il y a des mouvements qui continuent de s'organiser. Il y a 2 figures, donc Martin Luther King et Malcolm X, qui vont aussi avoir un lien très fort avec la question panafricaine. Martin Luther King en étant présent aux cérémonies d'indépendance du Ghana. Donc, son fameux discours I Have a Dream, il est plagié quasiment sur Nkrumah. Et d'ailleurs, lui-même le reconnaît lorsqu'il rentre ensuite en Alabama, qui fait un serment sur la naissance d'une nouvelle nation. On voit vraiment comment le voyage au Ghana l'a transfiguré. Il y a un Martin Luther King d'avant et d'après le Ghana, et c'est ce voyage au Ghana aussi qui lui a permis d'être crédibilisé au niveau de la Maison-Blanche, puisque au Ghana, il va rencontrer Richard Nixon, qui à l'époque était vice-président, et c'est de cette manière-là qu'il va vraiment acquérir une stature présidentielle aux États-Unis. Puis Malcolm X, qui lui aussi va faire une tournée en Afrique après avoir rompu avec Nation of Islam, qui va rencontrer toute la communauté afro-américaine au Ghana et qui va notamment faire cette fameuse lettre où il explique que tous les afro-américains ne doivent pas rentrer au Ghana, mais il faut qu'on établisse un pont entre la diaspora et l'Afrique, en s'appuyant notamment sur le Ghana. Donc ça, c'est tout un ensemble, je dirais, de liens qui vont être réactivés récemment dans tous les débats sur la diaspora qui veut rentrer en Afrique. Alors, quelques éléments très rapides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment juste pour les pointer. Il y a aussi, je dirais, une cartographie, une circulation de ce panafricanisme-là. Donc l'Algérie, qui a été essentielle dans le combat panafricain, dans le contexte de la guerre d'Algérie, qui dans les années 60 est la Mecque des révolutionnaires au niveau d'Alger, avec le fameux festival panafricain de 69. Là aussi, on est dans un contexte très intéressant, où il s'agit de penser la libération du continent africain par la lutte armée, par la lutte révolutionnaire. Et l'Algérie est très importante parce que beaucoup de guerres de libération, par la suite, vont s'inspirer en fait du modèle algérien. Et de la même manière que toute la contre-insurrection française, tout le savoir français, la torture, etc., tout ça, va être relocalisé par les Français, donc notamment au niveau du Congo, dans la répression Congo-Zaïre, au niveau évidemment des guerres au niveau des colonies lusophones, mais également dans la Caraïbe, notamment en Martinique, à travers donc, toute une circulation des mécanismes d'oppression, de répression et de subversion. D'ailleurs, pour la petite histoire, lors de la guerre en Irak, où les Français avec Dominique de Villepin ne souhaitaient pas participer à cette guerre-là, il y a eu un froid entre Paris et Washington. Eh bien, les 2 pays se sont réconciliés à travers notamment la traduction en anglais par l'état-major français de certains cahiers de la guerre d'Algérie qui expliquaient comment en fait on combat les Arabes, les musulmans, etc. Donc c'est quelque chose qui est très particulier en termes de circulation des systèmes de répression. Et la figure, ou les 2 figures, je pense, qui sont très importantes ici, donc il y a évidemment Frantz Fanon, grande figure panafricaine, et puis aussi Amilcar Cabral. Et sur le Festival panafricain d'Alger, il permet aussi de faire entrer
toute la dimension culturelle, donc les Myriam Makeba, les Manu Dibango, les Nina Simone, tous ces artistes-là, Fela Kuti un peu plus tard, Bob Marley aussi, qui vont jouer un rôle dans l'histoire du panafricanisme. Donc il y aura un manifeste culturel panafricain d'Alger, qui aussi est toujours d'actualité en termes de projets culturels continentaux. Deuxième territoire, la Tanzanie. Alors la Tanzanie est considérée comme l'État panafricain par excellence, c'est-à-dire que c'est le seul État indépendant contemporain qui est le résultat de la fusion de deux États indépendants, donc Tanganyika, la partie continentale, et l'archipel de Zanzibar en 64. Et donc c'est un peu à l'échelle d'un pays ce que serait l'unification du continent avec Madagascar et les îles, avec aussi une stratégie très particulière où on va par exemple mettre en avant le Kiswahili de Zanzibar comme étant, on va dire, celui qui officialise la langue nationale pour garder le lien avec l'archipel. Et donc, c'est comment, en fait, une majorité parvient à maintenir une minorité en son sein en donnant à la minorité des avantages symboliques. Senghor fera pareil, étant notamment chrétien, sérère, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui relève vraiment de la construction de la nation. Et donc là, vous avez une photo de Julius Nyerere qui verse symboliquement dans une calebasse du sable de Tanganyika et du sable de Zanzibar pour montrer vraiment comment se constitue l'union dans la calebasse. Ce qui rejoint aussi un certain nombre de mythes fondateurs voilà. Donc Dar es Salaam, capitale des mouvements de libération, vraiment une place panafricaine très importante. Et à partir de 67, la déclaration d'Arusha qui lance en fait une politique d'indépendance, d'autonomie et d'autosuffisance très intéressante qui introduit la réflexion sur le panafricanisme en tant qu'idéologie de développement. Comment le panafricanisme peut être une idéologie, une méthodologie pour développer le continent africain, nos pays, nos communautés. Et dans le cas de Nyerere, l'objectif c'est de combattre la pauvreté avec l'idée que si on fait le choix du socialisme, on prend le risque effectivement de rester pauvre, mais si on s'inscrit dans une logique capitaliste qui est dominée par les anciennes puissances coloniales, à partir d'une ressource qui est l'argent que nous n'avons pas, eh bien nous sommes certains qu'il y a très peu de chances que l'on devienne riche, mais il y a de fortes chances pour que l'on se paupérisse davantage. Donc c'est comment on repense aussi déjà d'économie du développement dans un cadre panafricain, avec l'idée que ce que l'on fait en Tanzanie ne peut fonctionner que si le Kenya, que si l'Ouganda, que si le Rwanda, que si le Congo, que si tous les autres pays embraient. Mais la difficulté de la Tanzanie, c'est qu'en face, on a un Kenya qui sera dans une logique vraiment beaucoup plus libérale et très rapidement, le projet tanzanien va être endigué. Un autre élément important, en 1974, vous avez un congrès panafricain à Dar es Salaam, dont la grande figure attendue était Walter Rodney, mais qui ne sera pas présent à ce congrès-là parce qu'il tombe malade. Et lors de ce congrès, on a une rupture entre les organisations panafricaines de la diaspora, qui se battent vraiment contre le néocolonialisme déjà présent, et les gouvernements africains qui ont déjà usurpé l'étiquette du panafricanisme. Donc les débats que l'on a aujourd'hui pour savoir si tel ou tel dirigeant, autocrate, etc. est panafricain ou pas, ça existe déjà dès cette époque-là. Et ça pose aussi la question de comment le panafricanisme est brandi comme une étiquette gouvernementale dans un contexte très particulier. Et comment il y a des ramifications de panafricanisme dans des politiques qui peuvent être progressistes, mais qui ont derrière elles des logiques potentiellement réactionnaires. Et dans les années 70, ceux qui sont clairement visés par les militants panafricains, c'est paradoxalement l'authenticité de Mobutu, c'est le négrisme de Duvalier, donc cette idée vraiment de la négritude exacerbée, et c'est aussi une certaine politique au niveau de ce qui sera le Malawi de Hastings Banda et la négritude de Senghor. Donc il y a un certain nombre de points de débat qui se sont posés lors de ce congrès qui va vraiment marquer une rupture très importante à ce moment-là. Un autre point aussi important sur la Tanzanie, puisque l'un des enjeux aussi du panafricanisme, c'est la question de la langue panafricaine, et officiellement la langue panafricaine choisie, c'est le Swahili. Encore faut-il là aussi mettre en place ces structures qui permettent d'avoir cette langue-là. Donc, dans le cas de la Tanzanie, donc là, j'ai mis quelques éléments sur la danse, le théâtre, la décolonisation culturelle. Sur la danse, c'est comment, précisément, lorsque les Britanniques colonisent le Tanganyika, ils vont interdire évidemment les danses traditionnelles. Et ils vont mettre en place une liste de 20 danses autorisées.
et ils vont imposer la valse, le rock'n'roll, le foxtrot. Donc si vous voulez être un bon, si vous voulez être bon dans ce système-là, vous devez apprendre ces danses-là. Et forcément, très rapidement, on se retrouve avec une élite issue du Tanganyika qui ne sait plus du tout danser les danses traditionnelles parce que pour accéder au statut d'élite, il faut danser la valse, le foxtrot, le rock'n'roll, et on ne sait plus danser les danses traditionnelles. Et donc, on va voir apparaître des contestations par la danse, donc des danses de parade, des danses militaires, qui vont jouer un rôle très important dans les mobilisations populaires pour les indépendances, et qui font écho à la manière dont les danses africaines, kuduro, machin truc extra d'aujourd'hui, ont derrière elles des potentiels politiques beaucoup plus importants qu'on ne le croit. Lorsqu'on parle de, le chinois, enfin, voilà, de toutes ces figures-là, ou des grands artistes de la danse est politique. Et la danse s'inscrit aussi dans un cadre colonial et panafricain très particulier. Un autre élément sur la question également de la langue, et de la production culturelle, la stratégie de Nyerere sera de traduire notamment les classiques occidentaux en kiswahili. Ce qui est stratégique puisque ça permet en fait à un peuple, à une population africaine d'accéder à ce savoir-là sans avoir besoin de se former en français, en anglais, en espagnol. Donc la question de la traduction, c'est un enjeu aussi qui est essentiel dans la question du panafricanisme. Traduction de ces classiques-là vers des langues africaines, traduction au dictionnaire de langue africaine à langue africaine, et constitution également d'un corpus idéologique, conceptuel, qui puisse reposer sur des éléments de langues africaines. D'où le fait que dans le combat panafricain, vous avez régulièrement des références à Umoja, Uru, Ubuntu, Salama, etc. Donc ces concepts-là sont des concepts également de géopolitique qui permettent à des États, lorsqu'ils arrivent à se les approprier, eh bien, de pouvoir mieux défendre leurs intérêts, de mieux défendre leurs spécificités, lorsqu'ils sont notamment aux Nations Unies. Vous avez aussi une traduction qui est toujours idéologique, parce que derrière la traduction, ce sont des valeurs ou des idées que l'on veut mettre en avant. Et donc quand Nyerere fait traduire le Marchand de Venise, donc Shakespeare, il est aussi dans l'idée d'introduire la notion de capitalisme, ou de faire comprendre dans les langues locales ce qu'est le capitalisme à des populations qui n'ont pas lu Marx. Voilà. Et donc ça aussi, il y a quelque chose de très intéressant dans la décolonisation des concepts, dans tout ce qui relève de l'eurocentrisme et tout ce qui montre à quel point le panafricanisme a pensé la question décoloniale bien avant qu'elle n'arrive, je dirais, dans l'époque, entre guillemets, très contemporaine. Un autre élément, la sculpture, donc la sculpture Makonde, notamment donc les deux exemples qui sont ici présentés. Donc c'est une sculpture qui repose sur l'entrelacement des personnages et qui montre comment les personnages se supportent les uns et les autres et que si l'un tombe, tout le monde tombe. Donc on voit aussi comment cette question du panafricanisme se matérialise concrètement dans la production artistique, dans des objets, dans des valeurs, comment on met des valeurs dans du matériel. Et c'est pour ça que la question de l'art, la question des objets, la question de la culture, elle est éminemment stratégique. J'ai l'impression que souvent elle a été traitée de manière un peu, je dirais, anecdotique, mais derrière il y a beaucoup d'autres éléments qui sont présents. Troisième territoire, très rapidement, donc le Burkina Faso de Thomas Sankara. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans le cas du Burkina Faso, vous avez l'exemple de tout ce qui est une politique panafricaine en termes de, d'émancipation du néocolonialisme, en termes d'autosuffisance dans tous les domaines de la vie, l'alimentation, l'habillement, le logement, l'éducation, la santé, le transport. Une réflexion sur la justice économique et sociale qui est très, cohérente. Aussi une réflexion sur la politique environnementale qui me semble aussi d'actualité. Sankara fait partie de ceux qui ont pensé la question climatique à partir du continent africain, à partir des conditions de vie des populations africaines. Et là aussi, sur la question du climat, il est nécessaire qu'il y ait une véritable voix panafricaine. Voix pas dans le sens d'une individualité, mais qui ait une vraie position panafricaine, notamment dans les négociations et les arbitrages actuels. Puis évidemment, toute une politique de résistance à l'impérialisme culturel, à travers le FESPACO, à travers la création, à travers toujours l'idée qu'il ne s'agit pas de dénigrer l'autre, mais de montrer ce que nous avons de beau et de valorisable. Voilà. Alors ici, j'arrive vers la conclusion. Ce sont juste quelques éléments de réflexion et de rappel. Donc tout à l'heure, j'évoquais notamment la question des frontières.
Donc là, vous avez plusieurs cartes du continent africain. Une où vous avez donc les grandes villes africaines qui sont toutes sur les littoraux. Pourquoi? Parce que depuis le 15e, 16e siècle, le continent africain connaît une extraversion croissante. Avant le 16e siècle, la majorité de la vie politique, sociale, économique et culturelle africaine était à l'intérieur du continent. Avec la traite, on a progressivement tiré le continent vers les littoraux. Et la traite s'inscrit dans les prémices de la mondialisation, qui fait que ce qui dit si vous êtes mondialisé ou pas, c'est le commerce maritime. Et donc, on a un continent africain dont les principales villes sont des ports, donc résultat également de l'économie d'extraversion coloniale. Et on a tout un intérieur qui, aujourd'hui, est quelque part à récupérer et à repenser. Il faut savoir aussi que cette disposition s'inscrit aussi dans des appareils militaires. C'est-à-dire que la plupart des puissances coloniales se posaient la question de savoir où serait situé leur état-major colonial. Et donc, il y avait des rivalités entre la marine, qui voulait évidemment que les capitales soient sur les littoraux, et l'armée de terre, qui, elle, voulait plutôt des capitales à l'intérieur des pays. Donc, sous les périodes coloniales, on a des évolutions qui sont en lien aussi avec les intérêts militaires stratégiques occidentaux. Vous avez une deuxième carte qui est ma préférée, c'est celle du bassin hydrographique du continent africain. Et on voit que le continent africain, il est vraiment structuré par 4 vallées principales, 4 bassins principaux, le Nil, le Congo, le Zambèze et le Niger. Et ce sont ces 4 bassins qui sont, je dirais, structurants par rapport à la manière dont on doit penser le développement du continent africain. Par exemple, ça n'a aucun sens de séparer l'Égypte du Soudan, parce qu'on est dans la vallée du Nil, qui a un espace de continuité de développement stratégique panafricain. Et là, récemment, l'an dernier, on a failli avoir une guerre avec l'Éthiopie à cause de l'affaire du barrage de la Renaissance. Alors qu'en réalité, la solution panafricaine, c'est évidemment de repenser les axes, les territoires, les ensembles à partir des logiques de développement du continent africain qui sont des logiques naturelles, des logiques de ressources naturelles. Donc, il y a un travail de décolonisation de la géographie à faire. Vous avez la carte où vous voyez à l'intérieur de l'Afrique la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe de l'Ouest, le Japon, etc. Alors, de manière réelle, toutes ces puissances sont à l'intérieur de l'Afrique aujourd'hui. Je ne sais pas si elles l'occupent de cette manière-là, mais elles y sont toutes, parce que chacune de ces puissances a un projet panafricain. Voilà. Donc ça aussi, ça pose des questions sur la manière dont le continent africain est le réceptacle des projets des autres. Vous avez la fameuse carte de l'Europe sur laquelle est superposé le Congo. Donc, vous voyez la taille du Congo, donc un État-continent. Donc, quand on parle d'un État-continent, c'est évidemment par rapport à l'Europe, qui est un mini-continent ou une excroissance de l'Eurasie. Vous avez ensuite 2 cartes très intéressantes. Alors, celle d'en bas, c'est un journaliste qui l'a fait en indiquant ce que ressemblerait une Afrique à l'époque où les mouvements sécessionnistes étaient en cours. Si toutes les sécessions aboutissaient, voilà à quoi ressemblerait l'Afrique. Et donc genre 80 États, etc. Et en haut, c'est une carte de Arthur Gikondi, qui est un intellectuel ougandais, qui a redessiné le continent africain à partir en fait de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zones avec Madagascar, en estimant que si on repensait l'Afrique à partir de cet espace-là, de cette géographie, il y a énormément de conflits qui disparaîtraient. Il y a énormément de tensions, il y a énormément de choses qui disparaîtraient, et que l'un des enjeux, c'est vraiment comment on repense effectivement l'assise du continent africain. Donc là, vous avez aussi à côté le plan de développement de l'Afrique de Cheranta Diop, qui identifiait 8 espaces politico-culturels. Donc ce sont tous ces outils qui sont aujourd'hui d'actualité et qui sont en partie au cœur des débats sur comment repenser le développement du continent africain, etc. Un autre élément important, la démographie. Alors, ce camembert, je le sors toujours pour rappeler que la moitié de la population du continent africain, c'est 10 pays. Voilà. C'est le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, la RDC, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, l'Algérie, le Soudan. Voilà, c'est 10 pays qui font la moitié de la population du continent africain. Et l'autre moitié, c'est une quarantaine de pays. Donc ça permet de mieux comprendre un peu ce qu'on entend par balkanisation, ce qu'on entend par, asymétrie entre des géants démographiques ou en termes de superficie et des territoires beaucoup plus morcelés. Alors il faut savoir que sur les 10 premiers pays les plus peuplés du continent africain, vous avez les 9 premières puissances économiques. Voilà. Il n'y a que la RDC qui, bizarrement, n'est pas
est l'intrus, entre guillemets, l'intrus scandaleux, on va dire, de ce classement-là. Et vous n'avez aucune ancienne colonie française dans ces territoires-là. C'est-à-dire que la France a balkanisé ses anciennes colonies de telle sorte à ce qu'elle n'ait jamais, je dirais, l'assise démographique ou territoriale suffisante pour lui opposer une résistance. Je pense que si le Mali avait 70 millions d'habitants, la France ne lui parlerait absolument pas de cette manière-là. Pareil pour la Côte d'Ivoire ou le Cameroun. Donc, on a vraiment créé des États dont Cheranta Diop disait qu'ils n'étaient pas viables. Vous avez aussi la liste des populations estimées de la diaspora. Donc ça, c'est un vieux census qui est approximatif. Donc avec le Brésil, avec les États-Unis, la Colombie, Haïti, la République dominicaine, etc. Ce qui permet un peu d'avoir aussi, je dirais, de visualiser c'est quoi l'Afrique aujourd'hui. Un Africain sur 6 est nigérian. Voilà. Donc ça permet comment dire, de recadrer, de voir un peu certaines dimensions par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui en termes comment dire, de cartographie africaine. Le dernier point de conclusion, ce sont des foires aux questions. Bon, moi, honnêtement, ça fait 10 ans que j'interviens sur la question du panafricanisme. Alors, je suis intervenu dans des salles qui étaient vides, dans des salles qui étaient pleines à craquer. Donc aujourd'hui, il y a du monde, je suis plutôt content. Ça a eu un boom sur les réseaux sociaux où tout le monde se décrète, s'autoproclame panafricaniste, etc. Bon, voilà, moi j'ai regardé, je ne dis rien, je ne suis pas le pape du panafricanisme, je suis personne pour excommunier qui que ce soit. Mais il y a beaucoup de questions qui reviennent. Il y a souvent cette question, c'est quoi le panafricanisme? Donc j'espère que ce que je vous ai apporté vous aura aidé à au moins cadrer les deux définitions anthropologiques et politiques et à comprendre un peu le cheminement entre la définition anthropologique et la définition politique et la situation actuelle d'aujourd'hui. Il y a une deuxième question qui est la préférence nationale fait-elle du panafricanisme une utopie? Donc ça, c'est une formulation polie. De manière vulgaire, c'est les gens qui disent oui, moi ça m'intéresse pas, moi je suis ivoirien, moi je suis congolais, moi voilà. Bon. Mais quand ça brûle en Côte d'Ivoire ou au Congo, c'est mais vous êtes où les panafricains, vous êtes où les panafricains? Donc c'est un peu comment on lie ce sentiment nationaliste, naturel, parce qu'il est créé par des États qui ont une soixantaine d'années, avec la compréhension que ce nationalisme-là n'a de sens que s'il se lie de manière intelligente avec d'autres nationalismes africains pour faire corps et pour faire sens et pour que tout le monde soit fort, pour que la force de l'un ne soit pas l'écrasement de l'autre. Et c'est en ça que le panafricanisme est stratégique pour poser un certain nombre de conflits concernant les nationalités qu'on trouvait, inventées, etc. Troisième question, le panafricanisme a-t-il échoué? Alors, la difficulté du panafricanisme par rapport, par exemple, au marxisme, au libéralisme ou à d'autres concepts, c'est que les autres concepts ont été pensés par des hommes et des femmes qui pouvaient siroter le café, qui étaient à l'aise, qui ont vécu leur belle vie et leur belle mort, alors que toutes les figures du panafricanisme, pour la plupart, ont été décapitées, éliminées à 40, 50 ans. Et donc, on est sur une idéologie qui n'est pas aboutie, qui a encore du travail à faire, parce qu'elle n'est pas encore en capacité d'expliquer la totalité des phénomènes et des systèmes qui arrivent aujourd'hui au continent africain. Et c'est pour ça qu'on va parfois emprunter effectivement au marxisme ou à d'autres cadres de pensée pour aborder des points sur lesquels, du point de vue du panafricanisme, on n'a pas réussi à le faire. Voilà, donc il n'y a pas d'échec, c'est quelque chose qui est en construction, qui est en processus. Quel panafricanisme sans souveraineté économique et monétaire? Donc là, je vous laisse y réfléchir. Le panafricanisme est-il une réponse face aux enjeux militaires et sécuritaires? Oui, c'était déjà ce que Nkrumah disait, il faut une armée continentale, qui ne soit pas l'agrégation des armées du continent africain, mais qui soit une armée pensée de manière dissuasive. Donc la question de la dissuasion se pose de plus en plus. Le Mali est-il le centre du nouveau combat panafricain? Bon, c'est à voir. Pourquoi les panafricains ne font rien sur le... Donc, vous mettez le nom du pays. Ça aussi, ce sont des réflexions qu'on a régulièrement et sur lesquelles on doit aujourd'hui travailler pour que les situations d'un pays à l'autre soient le mieux expliquées possible à tout le monde. Donc, ça nécessite en fait un cadre diplomatique. Et il n'y a que le panafricanisme qui peut, je dirais, réunir sur la même table ces questions-là. Alors, le panafricanisme, est-ce que c'est juste être énervé contre la France? Non, absolument pas. Voilà.
Le problème qu'on a avec la France, c'est un problème de décolonisation. C'est un problème qui est lié à la question suivante, la question de la France-Afrique. Et c'est aussi une difficulté qui est liée au fait que la France est toujours aujourd'hui une puissance coloniale. Et c'est une puissance arrogante parce qu'elle fonde son colonialisme sur de l'amour controuvé, sur des formes d'envahissement symbolique très fortes. Donc la zone de libre-échange continental, panafricanisme ou afro-libéralisme, c'est aussi un débat actuel. Donc Chine-Afrique, USA-Afrique, Russie-Afrique, Afrique partout, panafricanisme nulle part. Là aussi, c'est une bonne réflexion à avoir, donc, puisque nos dirigeants sont tous convoqués en rang dispersé à Pékin, à Sochi, à Washington, à Paris, à Bruxelles, etc. Mais aucun ne sait précisément ce que son voisin pense réellement de tout ça. Or, les Chinois, les Russes, les Français, les Turcs, tout le monde, quand eux invitent des dirigeants africains, ils savent précisément quel est le rôle de tel pays dans ce que eux souhaitent faire à l'échelle du continent africain. Donc là aussi, il y a un travail de mise à jour à faire à ce niveau-là. L'Union africaine financée par l'Union européenne, comment fait-on? C'est ce qu'on essaie de faire actuellement. Donc nous, on a lancé une campagne vis-à-vis de l'élection annoncée du président comorien à la tête de l'Union africaine, en demandant notamment à l'Union européenne de cesser de financer l'Union africaine, parce qu'elle finance en fait des dirigeants qui sont antidémocratiques et qui ne répondent à aucun des éléments des critères dits européens qui fondent notamment la démocratie. Donc pour nous, il y a un travail à faire de déconnexion économique et financière vis-à-vis de l'Europe, ou de changement de changement de l'organigramme même de l'Union africaine. Donc c'est des choses concrètement sur lesquelles on travaille. Le rôle de la diaspora, c'est vous qui avez la réponse. Où est l'Afrique du Nord dans le panafricanisme? Là aussi, il y a différentes positions, différentes versions, mais elle est bien présente. Donc il y a Saïd Bouabama qui a écrit Figure de la Révolution africaine. Il a son prochain livre qui va sortir au mois d'avril. J'ai eu la chance de le lire parce que j'en ai fait la préface, et il aborde justement un peu ces questions. Donc comment l'Afrique du Nord doit se situer par rapport au panafricanisme. Moi, j'ai mon point de vue, mais je pense que ce serait intéressant de lui laisser la primeur et de l'inviter. Est-ce qu'on peut être panafricain et rester dans les religions importées? Bon, ça aussi, c'est un vaste débat. Et enfin, pourquoi les réparations sont un thème essentiel du panafricanisme? Donc tout ça, c'est des questions d'actualité sur lesquelles on pourrait passer des heures et des heures, sur lesquelles vous avez aussi toute une bibliographie que vous pouvez consulter pour vous former par vous-même, puisque le panafricanisme n'est enseigné dans aucune université. Donc c'est quelque chose qu'on apprend un peu sur le tas. Donc il y a un travail aussi pour que cette question puisse avoir sa place dans les curriculums. La difficulté étant que ceux qui vont être amenés à l'enseigner ne sont pas forcément les plus grands partisans de cette idée-là. Donc on va se poser la question de la manière dont ils l'enseigneront. Voilà, donc j'ai peut-être été une petite dizaine de minutes plus long que l'heure que je devais tenir, mais j'espère qu'en tout cas que cette présentation nous aura permis d'avoir suffisamment d'éléments, de réponses à vos questions, et surtout encore beaucoup plus de questions pour imposer au musée de me réinviter et qu'on puisse discuter en long et en large de tout ça. Voilà. Docteur Hamza Boukari, voilà. Il n'y en aura pas pour tout le monde, mais ils sont disponibles à la librairie. Vous connaissez peut-être Africa, une histoire du panafricanisme. Certains titres sont peut-être disponibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions que celle-ci, ou est-ce qu'il y a une volonté de préciser les questions que vous voyez? On va faire un rapide passage au micro. Nous avons, je pense, 20 minutes. Là, 15. Et donc on va toutes les prendre. Voilà. Oui, bonjour, merci au musée pour l'invitation Lanzat. Merci à Hamza Boukari pour le fond de la conférence. Deux questions. La première, ça concerne la loi cadre des Ferts Mitterrand au Fouet-Boigny. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec les sécessions du Katanga, du Kasaï? Est-ce que c'est le même processus? Deuxième question, on est beaucoup en Belgique
aujourd'hui sur la question des excuses. Et au niveau européen, on entend beaucoup de choses sur les excuses. J'ai appris ce matin que l'Église anglicane s'était excusée pour l'esclavage. On a vu du côté des Hollandais aussi ce qui se passait. En Belgique, on a une commission fédérale qui est tombée un peu dans le néant sur cette question. Est-ce que ce sont des avancées de demander qu'il y ait des excuses? Est-ce que le fait de s'exprimer pour un gouvernement européen sur des excuses, est-ce que c'est une avancée politique pour les mouvements associatifs africains et panafricains? Très rapidement sur la loi cadre de fer, en fait, elle s'inscrit vraiment dans le contexte français de l'époque. On est en 1956. Il y a une volonté de repenser l'architecture institutionnelle et constitutionnelle française dans le cadre de la 4e République et de donner davantage d'autonomie aux dirigeants africains, qui aient des élections, des assemblées locales et entre guillemets de préparer une autonomie qui va être accélérée en 1958 par le général de Gaulle. On n'est pas vraiment, je dirais, dans le même cas d'espèce. Parce que là, tout est vraiment contrôlé, préparé par une puissance coloniale qui est plus dans une logique de décoloniser le plus vite possible pour garder le contrôle. C'est assez intéressant quand De Gaulle il revient au pouvoir, dès 1959, il dit il faut qu'on décolonise à toute vitesse. Voilà. Et donc on coupe l'herbe sous le pied aux nationalistes et indépendantistes et on donne l'indépendance à des gens qui n'en voulaient absolument pas. Les logiques de sécession, elles sont un peu... Je pense qu'elles sont quand même un peu différentes parce qu'elles s'inscrivent beaucoup plus dans des logiques qui renvoient notamment au droit international, alors que dans le cas de la loi cadre de fer, on était vraiment dans le cadre de la République, qui est sur cette référence d'indivisibilité des territoires et de liens très forts. Sur la question des excuses, alors le groupe de pays qui est le plus avancé sur la question des réparations, c'est évidemment la CARICOM, les États de la Caraïbe, qui ont un plan en 10 points sur les réparations. Et le premier point des 10 points, c'est des excuses, mais ils précisent bien des excuses sincères. C'est-à-dire qu'ils soulignent bien sincères. Ils ne veulent pas des trucs un peu bizarres, oh, on s'excuse, ils veulent vraiment sincères. Donc du coup, il y a un travail à faire, je pense, de la part des gouvernements européens pour comprendre ce qu'on entend par des excuses sincères. Maintenant, il y a plusieurs approches sur la question des réparations. Il y a des approches qui s'inscrivent aussi dans des logiques d'expropriation, de restitution, qui peuvent amener une institution comme l'Église anglicane effectivement à se positionner. Mais le problème qu'on a, ou le problème qui nous est opposé, c'est la manière dont le discours sur une prétendue repentance est mis en avant pour refuser des excuses. Mais ça fait à peu près depuis la fin des années 60 que des excuses sont demandées, mais en lien avec des réparations. Donc des excuses sans réparation ou des excuses sans rentrer dans une logique de réparation, c'est en soi largement insuffisant. Et des excuses sincères doivent être, je dirais, pensées en tenant compte de ce qu'attendent les premiers concernés. C'est pour ça que quand les Pays-Bas sont excusés, tout ça, les gouvernements en question ont dit c'est pas de cette manière-là qu'on attendait les choses, donc ça ne correspond pas à ce qu'on voulait. Donc du coup, de l'autre côté, il y a cette réaction en disant oui, mais on croyait que vous vouliez des excuses, finalement vous n'en voulez pas, etc. Donc il y a quelque chose d'assez... il y a un quiproquo assez particulier qui est lié au fait qu'on n'écoute pas réellement la demande qui est faite de ceux qui travaillent sur la question des réparations. Voilà. Nous, dans le cas de la France, là, on prépare, là, en janvier, on va attaquer l'État français au niveau du tribunal de Paris, parce qu'on a épuisé tous les recours au niveau de la Martinique. Depuis 2005, on a fait toutes les juridictions possibles. Donc là, c'est le tribunal de Paris qu'on va attaquer dans pas très longtemps. Et si on perd au tribunal de Paris, on passe aux tribunaux internationaux, sachant que l'un des enjeux aussi, c'est de passer par la justice internationale. Là, récemment, pareil, au niveau de la France, il y a un scandale, le chlordécone, l'empoisonnement, où on a décrété un non-lieu. Mais si la Martinique ou la Guadeloupe avaient été indépendantes, c'est un tribunal international qui aurait traité ce cas-là et qui aurait condamné la France. Donc, du coup, la question des réparations, elle est aussi liée à la question de l'indépendance et aussi à la décolonisation de la justice, qui est encore trop, je dirais,
coloniale, d'une certaine manière. Alors, question, monsieur, oui, monsieur Lechevin. Tout d'abord, moi, j'aimerais vous remercier pour cet exposé, mais également pour ce travail de recherche érudit et militant qui me fait penser aussi aux travaux de Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que c'est un travail de recherche qui contribue réellement à la pédagogie voilà, de la communauté ou des communautés africaines. Et j'aimerais aussi, moi, ma question, en fait, elle est plus orientée recherche. Dans votre, voilà, dans ce processus de recherche, déjà par rapport, en fait, au concret panafricain donc du XXe siècle, j'aimerais savoir, en fait, où vous êtes allé trouver, en fait, les sources primaires que vous avez présentées, mais également qu'on retrouve dans votre bouquin, qui est très, très bien écrit. Merci beaucoup. Alors, les sources, je les ai trouvées aux États-Unis, en Tanzanie, un petit peu aussi en Angleterre, un petit peu en Jamaïque. Donc, voilà. Alors, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont une autre approche, y compris des réparations. Eux, ils s'approprient vraiment toutes les histoires, même les histoires, entre guillemets, négatives, ils se les réapproprient. Et ils sont friands aussi de toutes ces archives. Voilà, il y a des choses qui ici n'intéressent personne, mais eux, ça les intéresse énormément parce qu'ils ont une dimension très, très vorace. Voilà, donc il y a des bibliothèques, il y a des instituts, il y a des centres d'archives autour de tout ça. Donc, j'ai pas mal travaillé à Atlanta, qui est la grande capitale noire américaine. Voilà, un petit peu aussi. En fait, ce que j'ai utilisé pour écrire mon livre, c'est des éléments que j'ai pas utilisés dans ma thèse. Ma thèse est portée sur Walter Rodney, donc un historien. Donc, j'ai écrit un livre sur Rodney à présence africaine. Mais il se trouvait que j'avais pas mal d'éléments et donc à l'époque j'avais proposé en fait un petit livre à un éditeur, et vraiment un livre qui devait faire 100 pages, vraiment un petit truc. Et l'éditeur, bon, il y a deux éditeurs, donc, dont un qui a été validé, l'autre je ne vais pas dire lequel c'est, mais c'est un peu particulier. Et donc la découverte, eux, ils m'ont dit mais c'est génial, etc. Mais par contre, il faut écrire un livre d'au moins 300 pages, quoi. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que le livre soit d'actualité au moins une décennie. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, parce qu'on n'avait pas vraiment d'autres, il faut qu'il tienne la route, il faut qu'il tienne la distance. Et donc là, il est à la 4e réédition depuis 2014. Et l'une des difficultés, c'était de trouver le moment où s'arrêter d'écrire, parce qu'on est vraiment dans le temps présent. Donc vers la fin, on voit bien que les chapitres sont un peu plus courts. Il y a la période Kadhafi, la Libye, le Mali, etc. Et c'est toujours compliqué parce que c'est dans un contexte où il n'y a pas grand monde qui parle de panafricanisme. Donc 10 ans plus tard, moi je suis très content de voir des gens qui font des podcasts en disant qu'ils ont lu mon livre, qui font des conférences, qui font des vidéos, qui ont des millions de vues, etc. C'est très bien. Mais mon travail en tant qu'historien, c'est vraiment produire le savoir de la meilleure qualité possible pour que ceux qui ensuite produisent du contenu qui soit quand même un minimum à la hauteur. Et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc du coup, ça amène en fait à m'interroger sur le savoir que je produis et comment l'améliorer. Mais sur les archives, après, c'est vraiment, il y a vraiment encore beaucoup de choses à voir. Là, je travaille sur Cabral avec la fille de Sarah Maldoror et de Mario de Andrade. Elle a énormément d'archives de ses parents. Et j'étais avec elle aux États-Unis. On va sans doute les donner à une université américaine parce que c'est les meilleurs pour conserver. Ils ont les moyens, ils ont la place, ça les intéresse. Et il y a plein d'étudiants aux États-Unis qui viendront les consulter. Donc c'est... Voilà. M'entendez? Tout d'abord, un grand merci pour le travail de réduction, de recherche, beaucoup de perspectives. J'ai deux questions qui me viennent. La première, 1804, la Révolution haïtienne. 1895, la conférence de Berlin. Comment se fait-il que dans ce gap, en 80-70 ans, la colonisation n'a pas pu être empêchée? Qu'est-ce qui a manqué aux militants déjà panafricains d'empêcher la colonisation avec toutes les incidences qu'on a aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est par rapport à la situation des diasporas. En 2022, en Belgique, pour être plus précis, quelle est la plus-value que le
le panafricanisme peut apporter aux familles africaines, aux associations africaines, en termes de lutte contre les discriminations, contre une meilleure amélioration sociale et aussi une perspective positive pour se rester au continent. Voilà, c'est avoir votre vision, votre point de vue et surtout aussi des éléments de réponse. Sur la deuxième question, c'est savoir se situer dans le temps et dans l'espace, c'est aider à répondre à la fameuse interrogation, question de Fanon, à savoir que chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission et la trahir. C'est-à-dire qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui a déjà été fait pour voir qu'est-ce qui reste à faire. Qu'est-ce qui a déjà été lancé, qui n'a peut-être pas réussi, qui serait pertinent de se réapproprier aujourd'hui. Donc pour moi, il y a un travail de redécouverte déjà que la diaspora doit faire, d'identification de ses points forts et de ses points faibles, d'identification également de ses envies et de ses volontés vis-à-vis de ce qu'elle est ici en Europe et de ce qu'elle peut apporter sur le continent, et en même temps de modestie par rapport au fait qu'elle n'est que diaspora. Donc elle ne peut pas non plus, je dirais, se mettre des fardeaux qui sont plus lourds à porter ou accepter qu'on lui mette des fardeaux plus lourds que ce qu'elle ne peut porter aujourd'hui. Et pour le cas de la Belgique, je connais moins, mais je sais que dans le cas de la France, la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron, c'est quand même de charger la diaspora. Et ça, je crains que ça ne finisse par craquer en raison d'un certain nombre de contradictions. Après, sur la période entre 1804 et 85, quand Haïti devient indépendant, Haïti tente d'établir une alliance militaire, je dis bien une alliance militaire, avec le Dahomey, les fameuses Agoji, les Amazones, Woman King. Haïti demande à ce que des femmes guerrières viennent en Haïti pour sécuriser le pays. Donc il y a vraiment déjà une volonté de mettre en place une alliance atlantique, entre guillemets, panafricaine, pour justement défendre la souveraineté d'Haïti, qui est un peu le Cuba de l'époque, hein, et en même temps de prévenir les Africains qui à l'époque étaient indépendants. C'est le paradoxe, c'est-à-dire que l'indépendance d'Haïti arrive avant la colonisation. Par conséquent, entre 1804 et 1885, que font ceux qui vont coloniser? Ils se disent, on va coloniser l'Afrique pour que plus jamais un cas comme celui d'Haïti ne nous arrive, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont l'expérience d'avoir perdu une colonie. La première décolonisation de l'histoire de France, c'est Haïti. Donc quand Napoléon lâche tout ça, la Louisiane, etc., qui se tourne vers l'Algérie puis le Sénégal, enfin que ses successeurs se tournent vers l'Algérie et le Sénégal, il a compris qu'il lui faut créer des tirailleurs sénégalais, qu'il lui faut mettre en place l'école des otages pour produire des élites qui vont défendre le système colonial, qu'il faut éradiquer les élites locales, qu'il faut prendre les marchés économiques, etc. Donc le néocolonialisme est déjà présent dans le projet colonial qui touche le continent africain parce qu'il y a le cas d'Haïti qui est le laboratoire du néocolonialisme. C'est-à-dire que Haïti, c'est comment perdre une colonie la plus riche du Nouveau Monde tout en récupérant le contrôle de ce territoire-là. D'où la question de la dette, qui est vraiment l'argument néocolonial par excellence, que l'on va retrouver au moment des indépendances. On a des États qui sont endettés et qui est pensé tout au long de cette époque-là. Un autre élément, c'est le racisme qui se développe tout au long du XIXe siècle, avec cette idée qu'évidemment, il faut écarter les peuples qui sont amis et rapprocher les peuples qui sont hostiles des uns des autres. Donc c'est vraiment divisé pour mieux régner. Donc il y a Gallieni qui va théoriser la guerre des races, d'abord en Asie puis au niveau de Madagascar, pour justement mettre en avant les caractéristiques dites tribales ou ethniques des peuples en disant eux ce sont des peuples guerriers, eux ce sont des peuples paysans, etc. Tout ce qu'on connaît et qui va donner la suite. Et aussi de l'autre côté un discours de séduction qui est d'amener en fait la colonisation à être perçue comme un mal pour un bien, puisque la justification cynique de la colonisation, c'est de dire qu'il s'agit de mettre fin à l'esclavage. Voilà, c'est-à-dire qu'on colonise, c'est-à-dire qu'on arrête, on met fin aux souverainetés africaines, soi-disant pour arrêter l'esclavage. Et donc, une fois cette étape-là passée, on a des militants panafricains comme Kojo Tovaluwenu qui vont expliquer que la colonisation, c'est l'esclavage à domicile. Donc, du coup, il y a vraiment un processus très particulier dans le XIXe siècle qui se met en place de cette manière, qui est le néocolonialisme avant l'heure. Et vous avez le baron de Vastet qui a écrit, c'est un penseur haïtien, il a beaucoup écrit dessus, et d'ailleurs,
tous les philosophes, les Otoba Kubanu, les James Africanus Thornton du 19e siècle noirs sont très intéressants parce qu'ils répondaient déjà à Kant, à Hume, à d'autres philosophes sur les questions de cosmopolitisme. Et je pense que c'est dans cette pensée noire du 19e siècle qu'on peut trouver les solutions politiques à l'Afrique du 21e siècle. Mais encore faut-il faire ce travail que certains appellent de renaissance africaine. Encore deux dernières questions. Merci Hamzat encore pour la conférence et merci au musée pour l'organisation. Ma question, c'est pour revenir un peu à une des questions que tu as posées aussi dans la fois en question. C'est par rapport à la France, en fait. En lisant ton livre, on a l'impression, enfin, on voit qu'il y a une continuité dans le positionnement de la France par rapport à l'Afrique. Donc en 1946, tu en as parlé, donc l'Union française. En 1956, on a la loi Gaston Defferre. Est-ce que tu as l'impression que aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie de la France par rapport à l'Afrique, et est-ce que Macron vient un peu avec une nouvelle manière de voir les choses? On voit un peu qu'il parle de plus en plus de panafricanisme, donc de français qui serait la langue du panafricanisme, qu'il a aussi un positionnement un peu particulier par rapport à ses prédécesseurs. Est-ce que tu penses qu'on est aujourd'hui à un tournant ou en tout cas un renouvellement de la pensée politique de la France par rapport à l'Afrique? Alors, le coup de massue de Macron, c'est qu'il a réussi à récupérer Achille Mbembe. Achille Mbembe, c'est l'intellectuel africain le plus lu par les étudiants africains. Tous les étudiants, tous ceux qui sont passés par des études africaines ont lu Achille Mbembe. Nous, ça nous a posé un vrai problème, puisque quand on a sorti notre bouquin sur la France-Afrique, alors la légende dit que Achille Mbembe, on aurait commandé 2 pour les apporter lui-même à Macron, on ne sait pas. C'est une légende, mais ça pose vraiment des questions sur la manière dont il a réussi à séduire déjà toute une jeunesse des quartiers populaires, à travers cette logique d'entrepreneuriat, Startup Nation, etc. Donc vous allez y arriver, il n'y a pas de fatalité. Voilà, c'est un président jeune qui il a vraiment séduit pas mal de gens de manière assez surprenante dans les communautés des diasporas. En même temps, vu les autres candidats, bon, c'est pas forcément difficile. Donc ça, c'est déjà un premier point très particulier. Ensuite, il est très intelligent parce qu'effectivement, il lorgne vers les pays anglophones. Il a verrouillé le Ghana de Nana Akufo-Addo, qui a évidemment une étiquette panafricaine, mais qui est fondamentalement libérale et francophile. Et il est là aussi pour casser tous les vieux trucs. C'est un néolibéral, ultra-libéral. Moi, très clairement, ma position, c'est que Macron, il est contre le franc CFA, c'est évident, parce qu'il a besoin de casser cette vieille machine, il a besoin de réendetter, de mettre du crédit sur le dos des Africains, de faire vendre des produits français, etc. Donc, pour moi, il est très clairement contre le franc CFA, parce qu'il a derrière une stratégie qui est encore plus avantageuse pour la France, d'où le tour de passe-passe, notamment sur l'éco. Ensuite, c'est quelqu'un, je pense, qui, sur les questions africaines, est un colon total. La manière dont il s'est rendu sur les îles Glorieuses dans l'océan Indien en disant ah ça, là c'est la France, il n'y a pas plus colonialiste que ça. La manière dont il parle du ventre des femmes africaines, il n'y a pas plus colonialiste et raciste que ça. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment aussi dans cette logique décomplexée, qui emprunte à la fois à Nicolas Sarkozy et je dirais à Valéry Giscard d'Estaing. Voilà, donc pour moi c'est un peu les deux modèles entre guillemets que je vois derrière lui dans sa manière de gérer la question africaine. Il a bien compris qu'il y a des parts de marché stratégiques, donc il s'est positionné sur tout ce qui est lié aux industries culturelles créatives. La restitution au Bénin, là aussi c'est quelque chose qui est conditionné notamment à d'autres politiques très particulière qui pose des questions à des réendettements. C'est la première fois que l'Agence française de développement, l'AFD, qui est vraiment le bras stratégique du Quai d'Orsay, s'est engagé à financer un projet culturel, la construction de musées. Voilà, et donc ça, c'est assez particulier parce que ça montre vraiment une autre stratégie qui est vraiment d'aller sur du soft power. Sur le Mali, pour moi, c'est évident qu'il cherchait une voie de sortie pour l'armée française et que Wagner, c'est un alibi. Voilà, il y a un moment où il fallait partir, donc il faut trouver un truc qui nous permet de dire qu'on a une bonne raison de partir, etc. Tout ça. Mais après, dans l'état-major, dans les milieux, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui est,
à la fois c'est ça, en même temps, il y a la foi quoi, qui essaie de ratisser large. Et c'est vrai que j'attendais le moment où le mot panafricain allait sortir de sa bouche, parce que ça fait un moment qu'il a sur la lèvre. Voilà. Alors moi personnellement, bon, quand il est parti au Cameroun, ils ont essayé de me mettre dans l'avion présidentiel. J'ai dit non, parce que voilà, je pense que c'est important quand on est un intellectuel, et ça s'adresse aussi à Chibembe, c'est important qu'on ait quand même une certaine distance vis-à-vis des pouvoirs, parce que c'est ça notre crédibilité. Si j'étais un activiste, pourquoi pas, parce que les activistes, ils peuvent faire tout et n'importe quoi, bon, personne ne rend rigueur, mais quand on est un intellectuel, il faut quand même qu'on sache se positionner par rapport à ce type de pouvoir qui fonctionne beaucoup sur la connivence, qui fonctionne beaucoup sur les télescopages d'images et de photos, et donc il ne faut pas vendre sa peau pour rien, quoi. Ma question rejoint ce que vous venez de dire à la fin. Est-ce que justement le problème du panafricanisme n'est pas celui d'être confiné dans des milieux intellectuels qui ne se mouillent pas dans des choses concrètes de la vie, justement, qui mènerait à la dignité de l'Africain? Parce que la dignité de l'Africain, j'ai l'impression que le concept est un peu trop global, tel que défini par les uns et les autres, et que d'ailleurs vous perdez de vue certains éléments essentiels de certains des panafricanistes du début, notamment ces femmes-là, qui passaient par des choses très concrètes du quotidien. La diaspora en Europe, je n'arrive pas à se nourrir, je n'arrive pas à se loger, etc. Et qu'en fait, ça a constitué leur force. Est-ce que ce panafricanisme qui reste d'intellectuels, justement, avec tous les charlatans d'ailleurs qui brandissent ce slogan, y compris des gens d'extrême droite, je ne sais pas le nom, qui se propulsent maintenant panafricains, n'est-ce pas à cause de cette faiblesse fondamentale de ne pas parler des questions concrètes de la dignité de l'Africain partout où il est, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Europe, pouvoir se nourrir, pouvoir se soigner, pouvoir trouver un emploi, être dans une sécurité physique, avec tout ce qui vient maintenant avec les idéologies de celui-là est étranger, celui-ci n'est pas ici, celui-là on peut le tuer. Enfin, le panafricanisme est trop absent de cela, et c'est peut-être ça sa principale faiblesse de mon point de vue. Et je le dis en connaissance de cause, mon père était un tout premier panafricaniste qui a travaillé avec Julius Nyerere, qui a travaillé avec Patrice Lumumba, et qui travaille avec des Rwandais pour qu'il y ait une fédération dans cette région, etc. Donc, moi j'ai l'impression qu'il y a cette grosse faiblesse d'éviter les questions qui nous mettent un peu de saleté sur la main et de rester dans un milieu intellectuel en ne parlant pas de ces questions concrètes qui font la vie concrète des gens, justement. Alors, oui. Excuse-moi, je vais juste résumer je vais tenter de résumer les deux dernières questions. Est-ce que votre avis, votre modus operandi a évolué entre le panafricanisme avec les influences, oserais-je dire, de féminisme civilisationnel, tel que l'entend Françoise Vergès? Comment vous abordez justement les attaques liées à probablement le manque de représentativité de vos théories par rapport au féminisme, est-ce qu'il existe un féminisme panafricain? C'est ça que j'ai compris. Et la question existe-t-il, en dehors de la praxis que vous avez dit, des conditions de possible entre cette jeunesse africaine de diaspora et d'Afrique et les décideurs? Est-ce qu'il y a un autre champ, autre qu'intellectuel? Est-ce que c'est peut-être artistique? Est-ce que la lutte, oserais-je dire, intellectuelle, militaire et de rigueur, il n'y a pas d'autre espace possible de peut-être soin et recul? En fait, il y a autant d'espace qu'il n'y a de profil. C'est-à-dire que le panafricanisme n'est pas une question vraiment spécifiquement d'intellectuels, elle est une question de personnes qui s'engagent et qui prennent conscience de la nécessité de transformer les choses à un certain niveau. Sinon, avant d'avoir cette prise de conscience, on est tous dans des logiques de survie parce qu'on évolue dans un système capitaliste où il faut qu'on mange, il faut qu'on nourrisse nos enfants, qu'on les élève, qu'on les soigne, etc. Donc des questions de base, il ne faut pas attendre d'être panafricain pour les régler, sinon on est tous morts. Il faut les régler vraiment à la base, indépendamment, je dirais, d'une idéologie ou d'une étiquette. La question de l'idéologie ou de l'étiquette, c'est comment, à l'échelle de la société ou à l'échelle
de plusieurs sociétés, on repense ces problématiques-là pour leur apporter une solution qui soit un dénominateur commun. Donc, les questions du quotidien, elles font partie des enjeux. Après, les profils socio-professionnels ou les catégories sont importantes. Actuellement, par exemple, dans l'un des projets sur lesquels je travaille, qui vise notamment justement à casser l'organigramme de l'Union africaine, parce que c'est un peu ça l'un des enjeux aujourd'hui. L'Union africaine, c'est vraiment les chefs d'État, c'est un truc un peu bureaucratique, etc. C'est comment on fait rentrer effectivement des représentations, des débats ou des idées populaires, ou comment on raccroche ces dirigeants déconnectés des populations à ces questions-là. Et là, on est en train de travailler sur une structure qui passe notamment par des pharmaciens, des vétérinaires, des gens qui sont dans le soin, parce que l'une des grandes problématiques que nous avons, du fait de notre histoire et du fait des traumatismes qu'on a subis, c'est la question de l'empathie. On ne peut pas être panafricaniste si on n'a pas un minimum d'empathie. Voilà, si on n'est pas capable d'éprouver vis-à-vis de personnes différentes, et indépendamment aussi de la couleur, une forme de solidarité. Et c'est ce qui manque à beaucoup de nos dirigeants. Pendant un an, Macky Sall, qui présidait l'Union africaine, on a attendu qu'il se prononce sur nos jeunes qui meurent dans la mer. Bon, voilà, pas d'empathie, pas de sentiment, pas de cœur, que quelque chose de froid. Donc il y a évidemment une nécessité d'humaniser tout ça, parce que ça part effectivement d'un mouvement de résistance à la déshumanisation des Africains, des Noirs, plus spécifiquement, et qui est toujours d'actualité. On voit l'esclavage en Libye, vous avez des grandes manifestations ici à Bruxelles. Bon, je ne sais pas s'il y a eu une suite, je n'ai pas l'impression. George Floyd, pareil. Donc, voilà. Quoique aux États-Unis, j'y étais, ils m'ont dit que depuis George Floyd, ils embauchent plus de Noirs à l'université. Mais bon, voilà, c'est ce genre de choses qui posent des questions sur que valent nos vies réellement, quoi. Que valent nos vies réellement, et sur la question qui a introduit donc la question des femmes. Les femmes sont présentes dans les luttes à tous les niveaux. Elles sont présentes dans les organisations. Après, c'est vrai que dans la situation actuelle, elles font quand même l'objet d'un ciblage très particulier des politiques néolibérales et d'empowerment, étiquetées de la Banque mondiale et du FMI, alors qu'il y a d'autres alternatives possibles qui ont été pensées par Thomas Sankara. Et donc moi, sur cette question, dans mon cas spécifique, je travaille notamment avec Aminata Dramane Traoré sur ce qu'on appelle les mères sociales, MERES, et cette idée qu'il y a un travail à faire parce que tous ces jeunes qui meurent, qui partent, etc., ils ont tous des mamans. Il y a une nécessité aussi de repenser les notions de génération, autrement qu'elles ne le sont aujourd'hui, du fait de l'individualisme croissant. Il y a une nécessité aussi de repenser l'histoire. Alors, je le dis depuis 8 ou 9 ans, mais à un moment, il faudra bien que je fasse, parce que cette question me l'avait déjà posée la première fois que je suis venu à Bruxelles, je pense en 2015. L'histoire du panafricanisme que j'ai écrite, c'est une histoire dans les grandes lignes, c'est une histoire d'autoroute. Voilà, si vous voulez vraiment comprendre ce mouvement dans les grandes lignes, prenez mon livre, lisez-le, et vous irez partout, vous serez intelligent, voilà. Mais il y a une autre histoire qui passe par ce que j'appelle les départementales, c'est-à-dire les petites routes qui ne sont pas sur la carte. Et donc moi, quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai effectivement mis les grands noms de l'histoire du panafricanisme dedans, parce que je me dis, bon, il y a déjà très peu de personnes qui connaissent, donc si je commence en parlant de Joseph Kaisley et Ford, etc., je vais perdre tout le monde. Donc, il faut que je mette les grands noms. Donc, il y a 2 chapitres sur Kouma, 2 sur Garvey, 2 sur Dubois, etc., et 1 sur Sankara. Il y a des femmes qui sont présentes, qui ne le sont pas suffisamment, et je l'avais expliqué la première fois que j'étais venu à Bruxelles, à savoir que j'ai aussi des éléments pour réécrire l'intégralité de ce livre-là, à partir de la manière dont les femmes, justement, ont fait cette histoire du panafricanisme. Donc, du coup, il y a effectivement aussi des priorités sociales qui ne sont pas les mêmes, selon que l'on soit dans une politique, je dirais, masculiniste, généralement militariste, qui est parfois aussi endossée par des femmes, il faut le dire, parce qu'il y a un contexte, un contexte ou des politiques qui vont davantage porter sur avec quoi on travaille avec Aminata Traoré, c'est la question des mères sociales, pour penser vraiment tout en dehors des solutions militaristes
y compris dans le cas du Mali, où depuis 10 ans qu'il y a la guerre déclenchée, elle et moi et quelques autres personnes, on explique que la solution n'est pas dans le militaire, mais dans le social, et qu'il faut justement mettre en avant les femmes, puisque quand on voit ces grandes mobilisations dites panafricaines, il y a très peu de femmes qui sont présentes parce qu'elles sont sur d'autres luttes qui, pour moi, sont peut-être plus importantes que la lutte d'avoir un grand État puissant avec une grande armée, etc. Voilà. Le droit à l'opacité, les doigts glissants, les marécages, les quilombos. Voilà, c'est la fin de la conférence. Merci de votre assistance. Je pense que vous avez encore 20 minutes si vous voulez peut-être voir certaines œuvres d'art pour lesquelles le professeur a établi un essai, justement, comment faire panafricain, en tout cas en termes d'utopie artistique, c'est juste à côté. Il y a quelques œuvres qui peuvent peut-être permettre de capter d'autres dimensions qui peuvent justement aider à concevoir le projet politique que le professeur a établi. On m'a dit que je crois la librairie s'est terminée, mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez le livre dans toutes les librairies décoloniales de Belgique et de France. Voilà, merci de votre attention. Ah, elle est encore ouverte, super, elle est encore ouverte, vous pouvez la dévaliser. Voilà, merci à vous.